Merci de nous avoir rejoints pour cette première conférence de l'Association des Amis du Laboratoire Arago, placée dans un contexte un petit peu inhabituel par rapport au format classique des interventions que nous proposons. On va le voir dans un instant en détail avec Philippe Jarme, qui est le directeur du programme Biodivoc, qui est à l'origine de l'organisation du colloque qui se tient aujourd'hui, demain et vendredi aussi. Non, simplement aujourd'hui et demain à l'Observatoire de la Muse. Alors tout d'abord, l'Association des Amis du Laboratoire vous présente ses meilleurs vœux pour tous les adhérents dont l'adresse email est à jour. Vous avez reçu un panorama des activités qui vont nous occuper cette année. Alors en particulier, la prochaine conférence, le 13 février, mettra en lumière des étudiants de l'Observatoire de la Muse, des étudiants en thèse. Nous aborderons plus tard des questions de biologie d'évolution, des questions d'éthique en sciences, des méthodes de conservation des espèces marines avec Pascal Romance du Biodiversarium. Et nous aurons une phase particulière sur les 50 ans de la réserve naturelle de la forêt d'Amassane, qui est donc l'une des plus anciennes réserves de France, sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer, qui protège une forêt de hêtres qui a été classée en 2021, vous devez le savoir, au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des forêts anciennes de hêtres d'Europe. Et nous aurons un petit programme un peu augmenté par rapport aux conférences classiques à l'occasion de cette célébration des 50 ans. Et vous retrouvez donc ce programme au gré des annonces que nous faisons sur le blog également de l'association. Et donc en premier lieu aujourd'hui, on se retrouve autour d'une problématique hautement d'actualité. Depuis qu'on porte des masques, on a peut-être un peu oublié d'y penser, mais le plastique a finalement des répercussions dramatiques sur notre environnement et c'est l'objet de ces rencontres. Et nous avons, avec les organisateurs, décidé d'ouvrir les réflexions aussi au grand public et à vous. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Merci Élodie. Donc, je m'appelle Philippe Jarme, je suis chercheur au CNRS à Montpellier. J'ai eu le plaisir il y a quelques années de faire une conférence ici même. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a organisé notre 2 journées de conférence pour pouvoir avoir un mercredi soir et pour pouvoir faire une conférence, profiter pour pouvoir faire une conférence grand public. Donc on a fait un peu les coucous, je vous en excuse. Donc cette conférence, elle est basée sur donc, des discussions sur les plastiques. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver des tonnes. Les discussions sur plastique et biodiversité, c'est des conférences en particulier, c'est beaucoup moins fréquent. Et donc il y avait un intérêt particulier à l'organiser ici, parce qu'en fait, il y a pas mal de recherches qui sont menées sur ce thème à l'Observatoire. Donc c'est un point chaud de travaux. Il y a pas mal d'équipes aussi à Montpellier et à Toulouse. Et ça tombe bien, puisque donc, moi j'anime avec quelques collègues qui sont dans la salle, donc on vous parlera tout à l'heure, Franck, Gilbert, un projet qui est financé par la région Occitanie, qui s'appelle Biodivoc, et qui vise à s'intéresser à des questions de biodiversité au sens large. Et donc c'est à ce titre qu'on organise cette conférence. Donc cette conférence, je suis assez heureux qu'elle puisse réunir des acteurs locaux, puisque demain on aura une table ronde à laquelle participera le maire de Banyuls, et puis aussi un vice-président de la région, qui est Christophe Manas, qui est un local que vous connaissez peut-être. Donc l'idée c'était vraiment effectivement d'avoir partir des 2 questions assez fondamentales sur plastique et biodiversité, les impacts directs, qu'est-ce que sont les plastiques, et puis aller aussi vers des solutions. Et c'est un peu de ça qu'on va vous parler ce soir. Et pour animer cette session, on a invité Vincent Tardieu, qui est journaliste scientifique, et je vais tout de suite lui céder le micro. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. 2 mots sur donc, qui je suis. Donc, je suis effectivement journaliste scientifique et je suis également depuis 5 ans membre de la direction du mouvement Colibri. Voilà. Donc on a avec nous 2 personnes dans un premier temps, puis après il y en aura plein d'autres qui vont intervenir. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu choral qu'on a choisi de vous proposer ce soir. D'abord Gaëlle Darmon. Bien Gaëlle, si vous voulez bien. Gaëlle est biologiste en environnement, elle travaille en indépendante dans une coopérative d'activité sur différents projets et notamment le projet Reverse, qui est porté par l'association Human Initiative to Save Animals, et elle est spécialisée sur les interactions entre l'environnement et les acteurs humains.
humains, ainsi que sur l'aide à la décision pour réduire les impacts des plastiques sur les écosystèmes. Et également Franck Gilbert, Franck qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse, et il étudie plus particulièrement les interactions entre les organismes et les sédiments du sol, et en particulier avec une attention particulière sur le processus qui s'appelle bioturbation. Alors, la traduction, si j'ai bien compris, c'est remaniement des sols ou des sédiments aquatiques produits par des activités humaines, d'organismes vivants et notamment sous contrainte d'intervention humaine. Mais il nous présentera ça beaucoup mieux que moi. Voilà, et puis une série d'autres intervenants que vous allez découvrir au fil et à mesure de la soirée. Et également, je vous demanderai votre participation à un moment de la soirée, j'espère que vous jouerez le jeu. Je voulais, avant de démarrer, vous donner juste quelques données clés. La première, peut-être on peut mettre la première diapo. Gaël, tu la retrouves, voilà. La première, c'est juste pour vous rappeler que le plastique, en fait, est le troisième matériau le plus fabriqué au monde, derrière le ciment et l'acier. On estime aujourd'hui qu'on crée quelques 310 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Et rien qu'en France, 4,5 millions de tonnes, ce qui pourrait tripler d'ici à 2050. Ça, c'était un peu le premier élément que je voulais partager avec vous. Le deuxième, c'est qu'un tiers de ces déchets finissent chaque année dans l'environnement. C'est en tout cas les estimations qu'on a. Et vous imaginez, bien au-delà du point d'émission. Et on va y revenir aussi, ça, dans la soirée, à la fois dans les présentations et dans un certain nombre d'interventions. Et notamment, finissent dans l'environnement, et notamment aquatique et océan. On en a un peu plus parlé au niveau grand public, mais on y reviendra tout à l'heure, notamment avec Gaël, et on estime qu'à peu près 50% des mammifères marins sont directement impactés par les plastiques, soit par ingurgitation, soit en se coinçant dedans. Mais là aussi, Gaël va y revenir. Il ne faudrait pas croire que les êtres humains y échappent, puisqu'on en ingurgite, en fait, on en ingère par le biais de notre alimentation, qui en contient notamment. Et enfin, pour ne pas être plus long que ça, merci de suivre, je sais pas. Les plastiques sont à l'origine de 53,5 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ou seront plutôt en 2050, ce qui est tout à fait considérable, et donc ça joue un rôle dans les bouleversements climatiques que l'on connaît déjà. Voilà, je voulais juste faire ces petits rappels pour vous en donner l'importance sur les impacts, et vous dire que donc, tous les milieux, vous avez bien compris, sont concernés par cette pollution plastique. Alors quand on parle de plastique, ça sera précisé tout à l'heure, on parle en fait de tas de formes de plastique, de matières de plastique, à partir de ce polymère. Et tous les milieux et les écosystèmes sont concernés, et tous les organismes vivants sont menacés. Pour bien comprendre, et comprendre les caractéristiques, les dynamiques, la propagation et impact de cette pollution, donc Franck et Gaël vont chacun, de façon un peu brève, présenter une série d'éléments. Franck sur les sols, plus particulièrement, et Gaël, plus particulièrement, sur les fleuves et les océans. Franck, je te laisse la parole. Bonsoir, monsieur, dames. Donc, je vais commencer et pas trop traîner, et pour vous laisser du temps d'échanger avec vous suite à ma présentation. Donc, je vais vous présenter une présentation qui concerne l'effet des microplastiques et sur les organismes ingénieurs terrestres et aquatiques, mais avec un focus sur les terrestres, comme l'a annoncé Vincent. Le constat, c'est que malheureusement, il y a des plastiques, alors là, on est nano, micro, macro plastiques, à la fois dans les sols et dans les sédiments. Et moi, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite pour voir l'effet des microplastiques, donc des particules globalement supérieures à 1 micromètre et inférieures à 5 mm.
de long. Avant de commencer cet aspect effet, impact des microplastiques, juste un retour général, une vue générale sur les sources et en fait les mouvements de plastique. Donc les sources de microplastiques, vous avez des microplastiques primaires en fait qui sont des microplastiques qui sont directement rejetés sous cette forme de microplastique. Donc vous avez tout ce qui est dans les cosmétiques. Lorsqu'on lave des tissus synthétiques, il y a des particules qui sont déposées sur les tissus synthétiques, sur les vêtements antitranspirants, les choses comme ça, qui sont directement relarguées. Ce n'est pas une attaque du tissu en lui-même, mais c'est des composés qui sont sur le tissu. Et vous avez également comme exemple les roues, l'abrasion des roues, quand on circule, qui crée directement des particules sous forme de microplastiques. Après, vous avez les microplastiques secondaires, qui sont issus de la dégradation d'objets en plastique. Alors, tout ça peut aller, bien sûr, notamment dans les sols. Donc, directement, là, j'ai fait une petite... Vous avez les terrains synthétiques, c'est un exemple. Mais bien sûr, dans les sols adjacents, vous allez retrouver des morceaux de plastique. Vous avez les déchets qui sont en ville. Donc là, on est dans les zones à peu près de production de déchets. Mais vous avez aussi cette exportation hors des lieux de concentration humaine. Donc vous avez tous les objets plastiques qui vont être exportés en dehors de ces lieux de concentration et qui vont se fragmenter et finir dans les sols, que ce soit des sols forestiers ou là des sols un peu plus désertiques. Comme je l'expliquais et je l'indiquais, ce sont des sources et des devenants non exhaustifs dans le cadre de la présentation. Et puis vous avez aussi également des exportations atmosphériques à longue distance, et là nos collègues aussi sont présents ce soir pour en discuter avec vous. Donc tout ça, ça se retrouve dans les sols de manière générale. Et si on fait un petit focus sur les sols agricoles, là on a directement une pollution directe en plein sol, donc à la fois qui peut être liée au paillage et à la destruction, à l'usure des films plastiques qui sont utilisés en agriculture. Et vous avez une grande source de contamination qui est l'épandage d'éboues issus des stations d'épuration. C'est le seul chiffre que je vais vous donner. On estime à peu près, si je ne me trompe pas, qu'il y a 400 000 tonnes de microplastiques qui sont épandus en Europe par an, par ce biais des boues des stations d'épuration. Il y a aussi l'irrigation à l'aide des eaux usées. Les eaux usées, s'il y a des plastiques dans l'eau, quand on irrigue avec de l'eau, de facto, on apporte du microplastique. Donc la question de l'expérience que je vais vous présenter, c'était quels sont les effets des microplastiques sur les organismes du sol et leur fonctionnement. Alors, les organismes du sol, c'est un focus là sur les vers de terre. Une petite introduction sur les vers de terre. Il y a 3 groupes écologiques de vers de terre. Les vers épigés, ce sont des vers qui vivent uniquement en surface, qui se nourrissent des feuilles en surface. Vous avez les vers anéciques. Là, c'est des vers qui travaillent sur la verticalité, c'est le lombric. Le lombric fait partie de ce groupe, et qui se nourrissent en surface de la matière organique, vivent dans des terriers assez profonds et remettent les déjections en surface. Et vous avez le 3e groupe écologique qui sont les vers endogés, qui eux ont très peu de contact avec la surface, qui vont creuser des galeries plutôt sur l'horizontalité et qui vont un peu déposer leurs déchets en surface. Dans le cadre de cette expérience, en fait, on s'est focalisé sur les vers endogés avec l'espèce Aporectodea caliginosa. Donc, je répète, qui produit des déjections dans les galeries, quand elle construit ses galeries, mais également un peu de surface. Et les organismes qui modifient leur milieu, tels que les lombrics, on appelle ça des organismes ingénieurs. Et notamment, ils réalisent le mélange des particules en se déplaçant. Et c'est tout l'objectif du fonctionnement des sols que l'on a quantifié. Alors, comment on a réalisé notre expérimentation? L'idée, c'était de comparer, de voir le comportement des vers dans des sols qui étaient contaminés ou non. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contaminé des sols avec un mélange de microplastiques, de composition, de taille, de morphologie différentes. Vous pouvez voir ici du polystyrène et deux types de fragments de polyamide. L'idée, c'était donc d'ajouter des organismes dans des sols qui étaient contaminés ou pas, et dans lesquels on avait disposé une couche de marqueurs du sable, en fait, du sable fluorescent, inerte et non toxique. Je vais expliquer que c'est non toxique.
L'idée, c'est de voir, après 21 jours d'expérimentation, dans des conditions contrôlées, comment ces organismes avaient mélangé les particules en se déplaçant au sein de leur sol. Ce qui a été mesuré, c'est la production de turucules. Les turucules, ce sont toutes les déjections qui sont présentes en surface et que produisent les vers. On a regardé la redistribution des traceurs au sein de la colonne de sol. Vous verrez que je parle d'un coefficient de mélange PDC, c'est coefficient de déplacement de particules. Et bien sûr, il y a des comparaisons entre les sols témoins et les sols non contaminés. Alors je vous ai synthétisé ici pour les résultats à ce stade de nos connaissances et des analyses que l'on a réalisées. On peut voir que dans le sol, en fait, en termes d'impact, on se retrouve avec un remaniement stimulé. En présence de microplastique, les vers mélangent plus 9% le sol qu'ils ne font en absence. Et notamment, on a mesuré également une production de turucules, donc une production d'éjection en surface des sols, augmentée de 82%, qui va expliquer ceci. Et globalement, l'hypothèse, c'est que les turucules, donc la production en surface, qui n'est pas la production majeure de ces vers, ça pourrait être une dissipation du contaminant. Donc il y a un contaminant dans le milieu, et le ver, en fait, pour évacuer ce contaminant, va creuser de plus en plus et va essayer de produire en surface, sortir le contaminant du milieu dans lequel il vit. Ça peut être également une tentative de fuite. Vous avez vu que ces vers-là, les vers qu'on a choisis, ils travaillent sur l'horizontalité, et en fait, ils construisent des galeries, ils font des zigzags comme ça. Ils sont contraints dans le cadre expérimental dans des carottes de 9 cm de diamètre. Donc en fait, ils font des mouvements, ils n'arrêtent pas de faire des mouvements de droite à gauche, dans tous les sens, en tout cas sur l'horizontale, pour essayer de se déplacer. Et de fait, là, il y a plus de déplacements, plus de construction de galeries, donc plus de déchets, de remblaiements de galeries à évacuer. Donc il y a un impact. Juste pour vous faire et ça permettra aussi de faire la suite sur le milieu marin, ce que vous présentez Gaël. L'expérience a été réalisée avec des organismes équivalents en eau douce et en eau de mer. Et pour ces organismes, par contre, on a retrouvé une réduction du remaniement qui est explicable de manière différente. En fait, là, on est directement dans l'impact sur l'organisme, c'est plus simple à expliquer. Il y a un polluant, il y a un contaminant, et l'organisme, il souffre de ça et il réduit son activité. Une conclusion un peu synthétique, dans laquelle j'englobe à la fois le sol et les organismes aquatiques, c'est qu'on a montré des effets différents selon les écosystèmes, mais il y a des effets. Alors, il n'y a pas une comparaison directe, les chiffres que je vous montre, on ne peut pas dire que les organismes du sol subissent que 9%, alors que les organismes aquatiques c'est 78%, donc ils sont moins affectés. On n'est pas à ce cadre-là. La modification du processus, donc, il va entre moins 78% à plus 9% du processus. Mais on est vraiment dans les débuts des études sur les microplastiques. Notamment, on ne sait pas, mécaniquement, chimiquement ou physiologiquement, qu'est-ce qui crée ces effets? Pourquoi les uns sont stimulés? Est-ce que c'est une irritation? Qu'est-ce que ça pourrait être? Et pourquoi les autres sont inhibés? Également, les microplastiques que l'on a utilisés, c'est un mélange de 3 microplastiques bien spécifiques. Il y a tout un monde de microplastiques qui diffèrent par leur taille, leur forme, leur composition. Et donc là, c'est vraiment un petit aspect des choses. Et puis, on a uniquement étudié 3 espèces, une par écosystème. Vous êtes bien conscient qu'on ne peut pas valider sur une espèce un effet de quelconque polluant sur un écosystème. Donc encore beaucoup d'inconnus, encore beaucoup de travail pour la communauté. Mais ben voilà, à nous de travailler maintenant. Peut-être. On a besoin de micros pour vous. Oui. Oui, ok, pas de souci. Du coup, si tu peux quand même peut-être préciser un peu les inconnus, moi c'est un peu mes questions, sur notamment, alors de façon peut-être plus globale que ce que tu as présenté par rapport à l'activité en particulier de rejet, le fait que certains soient plus inhibés que d'autres, selon à la fois les milieux et puis j'imagine les espèces, mais est-ce qu'il y a d'autres inconnus dans cette interaction avec les plastiques que tu soulèverais ou que tu... Voilà.
que tu pourrais pointer? Sur la cétologie, comme je dis, c'est une espèce bien particulière qu'on a étudiée dans des conditions bien particulières à un moment donné, des conditions qui constituaient à peu près la saison d'automne, c'est globalement. Donc on a ces comparaisons. On sait que le cycle de vie des organismes est variable, et donc l'impact aussi que n'importe quel polluant peut avoir sur un organisme va dépendre du moment auquel il est impacté. Ça, c'est ce qui peut être sur le rythme biologique général. Après, il y a tous ces inconnus, c'est surtout les différents types de microplastiques, les tailles. Là, on est sur des microplastiques. Si on regarde un peu des travaux de collègues, suivant le plastique, la taille du plastique que vous utilisez, que vous testez en fait, vous avez un comportement tout à fait différent et un impact complètement différent des plastiques. Et sur d'autres organismes du sol que des vers de terre, on a quelques idées ou aucune? Alors, non, à ce que j'en sais, il y a bien sûr des travaux qui sont réalisés par des collègues, tout n'est pas forcément publié. Le gros avantage pour nous, mais le désavantage pour les vers, c'est qu'ils vivent dans le sol, ils ingèrent le sol. Et c'était pour ça que c'était des individus qui sont des bonnes cibles pour étudier quelque part l'effet optimal. Les organismes qui sont plutôt sur la surface, par contre, même si on avait pris des vers épigés, ils ne font que se déplacer sur un sol, donc une contamination vraiment du sol, ils sont un peu moins affectés. Le ver, c'est quand même l'organisme, et puis bon, toutes les applications qu'il peut avoir. Dans le milieu agricole, ces applications, mais lui, il est soumis, comme vous avez vu, dans le milieu agricole, il y aura une forte production sur site de microplastiques, de pollution par plastique. Et donc là, les vers, ils sont là. Ils sont même au même endroit où est rentré dans la terre les plastiques. Ils sont près du producteur. Merci beaucoup, Franck. Et je vais donc demander à Gaël de prendre la suite, même durant. Je vais vous présenter des travaux, des résultats surtout sur la gestion de déchets par les tortues marines, mais aussi vous montrer un peu les interactions de diverses espèces avec les macro-déchets, pour le coup, des déchets de plus de 5 mm. C'est des travaux que j'ai fait avec différents partenaires, notamment des personnes, Claude Mio qui est ici, et d'autres personnes, des océanographes, des gens spécialisés pour l'étude des microplastiques et des gens avec lesquels je travaille en approche participative aussi. Merci. Alors juste un petit rappel, effectivement, du coup je me mets là pour voir aussi. Un petit rappel que vous savez déjà que les déchets et les plastiques en particulier sont omniprésents à l'échelle du globe et sur tout type de compartiments, notamment les compartiments marins. Sauf que en fait, il y a beaucoup plus dans le fond et de ce qu'on ne voit pas. Il y en aurait 15% sur les côtes, 15% flottants, donc essentiellement des plastiques, mais en fait des déchets plus lourds, il y en aurait 70% qui se retrouvent dans les fonds. Et puis, vous m'avez mis l'ancienne présentation. Excuse-moi, sur la photo, je vois, ça a l'air d'être plutôt des canettes que du plastique. Oui, c'est ce que je disais, des déchets plus lourds sur le fond. Mais les déchets plus lourds, y compris en plastique? Potentiellement, s'ils sont remplis par exemple, ou alors il peut y avoir des mouvements selon leur colonisation. C'était pour dire que les déchets dérivent, et donc on les voit au fin fond notamment du Pacifique. Vous avez entendu parler des continents de plastique. Parce que je suis un peu longue, donc j'avais essayé de réduire mes diapos, mais je vais essayer de faire vite. Hop. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, la mer en fait est beaucoup plus étudiée que la terre et les fleuves, et on ne sait pas vraiment en fait, on connaît pas vraiment les continuums terre-mer sur la distribution des plastiques et sur leur impact sur la biodiversité. Et en fait, la plupart des études donc, sont menées en mer, sauf que la plupart des déchets restent aussi bloqués sur terre et bien en amont. Donc, avec effectivement l'association ISA, on s'est posé la question de quels étaient les impacts sur la biodiversité. On a trouvé, c'est une étude qui date de 2020, on avait trouvé très peu d'études, et donc on a fait nous-mêmes un recensement de littérature nationale et internationale, et on avait aussi interrogé des naturalistes, et on avait fait un appel à observation, par exemple des photos ou des remarques.
Et donc, on avait trouvé que tous les taxons sont impactés. Donc là, vous avez déjà des cas d'emmêlement. Donc, c'est des déchets qui étranglent ou qui empêchent les mouvements des individus. Vous avez, par exemple, un emmêlement au nid de foot-bassin. On voit un individu sur le nid, mais un individu qui est étranglé et qui est retrouvé mort, accroché sur le nid, on ne sait pas depuis quand. Vous avez ici des étranglements de phoques et avec en dessous une image qui a été fournie par Picardie Nature avec un individu qui garde ce déchet d'année en année et qui grossit autour, et donc les blessures qui peuvent être de plus en plus importantes au fur et à mesure du temps. Vous avez en haut à droite les filets fantômes qui se déposent sur le fond et qui continuent à emmêler des espèces et à capturer accidentellement des espèces ou à contraindre aussi les coraux par exemple. Vous avez en dessous des marques de lacération sur un requin. Donc ça, c'est des contraintes au déplacement, c'est des blessures et ça peut aller jusqu'à la mort. C'est pas très gai, je suis désolée. C'est aussi des cas d'ingestion. Ici, on voit la carcasse d'un animal, d'un oiseau avec des déchets plastiques qui, eux, ne se sont pas décomposés. Et puis là, c'est une photo fournie par un de nos partenaires qui a un centre de soins à l'île de la Réunion, qui a autopsié une tortue dans laquelle ils ont trouvé tous ces déchets. Et là, de la même manière, on a des impacts sur la condition corporelle, mais aussi potentiellement des mortalités plus ou moins rapides. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément évident d'évaluer ces impacts, parce qu'on a des biais de détectabilité potentiellement. En tout cas, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que plus on a investi sur la question, et plus on a trouvé des espèces. Les publications les plus récentes font état de 1200 espèces impactées par ingestion ou emmêlement. Et ce qu'on ne sait pas, enfin, du moins ce que ces études ne prêtent pas en compte, c'est les effets aussi sur l'habitat. Par exemple, là on voit une tortue comme exemple, avec une photo que j'ai trouvée sur internet, mais les déchets sont aussi sur les plages, et donc c'est aussi, par exemple, en l'occurrence pour la tortue, un impact sur les possibilités de nidification. Et puis, alors il y a certaines personnes dans la salle qui étudient ça. Il y a aussi d'autres impacts potentiels, comme par exemple le transport d'espèces pathogènes. Alors, la première étude, c'était voilà, une étude qu'on a fait avec un projet Indicite, un projet international qui a pour but de développer des indicateurs d'impact et de prendre des décisions en fonction de ça. Et donc, avec l'association ISA, on a regardé ce qui se passait sur Terre et dans les milieux d'eau douce. Alors, on a, comme je vous le disais, fait appel aussi aux naturalistes. Et ici, il y a une association qui doit travailler aussi dans le coin, qui s'appelle Citeco 66, qui nous a fait passer, par exemple, une photo d'un caneton qu'on voit mort et coincé dans les sachets à bulles. On retrouve ça, alors j'ai pas dit, mais dans la littérature, on trouve très très peu d'études en Europe. Donc c'est pas encore vraiment publié, en tout cas en 2020, mais tous les enjeux du plastique sont de plus en plus publiés, donc depuis il y a peut-être eu des choses, mais c'est pas vraiment rapporté dans la littérature. Et donc on en voit chez les reptiles, on en voit chez les poissons. Là c'est un silure qui a tendance à goûter un petit peu tout ce qu'il trouve, donc on trouve des fois des ballons, des canettes ou des bouées par exemple. La seule étude que j'ai trouvée, elle est dans le Rhône. Et sinon, chez les mammifères, c'est surtout dans les pays pauvres qu'on trouve des publications, et c'est le lien avec les décharges beaucoup. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire qu'on se pose aussi la question des microplastiques qui sont ingérés par les poissons d'eau douce, que notamment on pourrait nous-mêmes consommer. Là, on commence juste une étude avec Marie-Aurélia qui n'a pas pu venir parce qu'elle n'était pas très en forme. Donc là, on commence à étudier, on a récupéré des poissons qui sont collectés par ailleurs par l'Office français de la biodiversité. Alors, voilà, je vais avancer vite. Pour présenter une étude qu'on a coordonnée avec Claude Bio qui est ici, qui porte sur le développement d'indicateurs d'impact des déchets, les tortues marines, et en l'occurrence la tortue kawan étant une espèce sentinelle. Et ça, c'est dans le cadre de directives internationales qui s'intéressent à surveiller l'impact des plastiques et à mettre en œuvre des solutions. Et elles visent un État qu'elles jugent bon pour
l'environnement et qui est définie par le fait qu'on atteint des niveaux de plastique qui ne vont pas impacter la santé des espèces concernées. Et la tortue marine, elle est intéressante parce qu'au cours de sa vie, elle utilise tous ses compartiments marins et on sait qu'elle a tendance à ingérer des déchets. Donc on a établi des protocoles qu'on a disséminés dans différents pays pour que tout le monde étudie l'ingestion de déchets de la même manière et qu'on puisse comparer nos données. Là, vous avez ce qu'on trouve en exemple. On a beaucoup de déchets plastiques. Vous pouvez voir en haut à gauche un bouchon, une petite fiole que j'ai supposé être une fiole des sauces salades à emporter, mais je ne sais pas trop. On voit des fragments de déchets, on voit des fragments de sacs plastiques ou de sacs poubelles. Ça, c'est un gros plastique qu'il avait trouvé dans une tortue lutte et qui avait fait un bouchon et donc qui a probablement tué la tortue parce que ça lui fait une obstruction digestive. Là, c'est sûrement un coton-tige puisqu'on voit à deux extrémités des petits accros, mais c'est souvent aussi des bâtons de sucette, pardon. Et on peut voir, là, ça c'est dans les fesses, une crotte de tortue avec un centre de soins en Corse. On avait récupéré ce qui flotte, enfin, ces déjections. Et on peut voir, vous avez un emballage de Kinder, et vous avez en haut un ballon, le ballon baudruche avec le fil. Voilà. Ouais. Hop. Et là, c'est pour vous montrer donc, que cette étude elle a été menée à l'échelle internationale avec des centres de soins, avec des réseaux d'échouage, avec des labos vétérinaires aussi, et aussi avec des pêcheurs qu'on cite peu, mais c'est aussi grâce à eux qu'on récupère des tortues. Et ce que vous pouvez voir, c'est donc en bleu, c'est la fréquence de tortues qui ingèrent des déchets. En jaune, c'est le nombre de déchets qu'on trouve dans les tortues, et c'est des tortues autopsiées, et en vert, la masse. Et on peut voir en gros que c'est du côté français, qu'on a, un français méditerranéen, qu'on a les plus fortes fréquences et les plus fortes abondances. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? On associe, on travaille avec des gestionnaires et des décideurs dans le but de faire un lien entre les décisions qui sont prises et les déchets qu'on trouve dans les tortues. Donc les décisions sont assez récentes, comme l'interdiction des plastiques à usage unique, mais l'objectif de ces espèces sentinelles, c'est qu'à terme, on puisse faire un lien entre ce qu'on est censé ne plus trouver dans les tortues, là où les décisions ont été prises, et les mesures qui sont prises. Ça marche très bien avec une espèce qui est utilisée en Atlantique Nord-Est, mais qui n'existe pas en Méditerranée, qui est le fulmar. Voilà, j'ai déjà expliqué les impacts sur la santé. On a trouvé dans les tortues à peu près 40% des déchets de la masse ingérée qui est constituée de déchets. On n'arrive pas forcément à prouver l'impact sur la santé. On n'arrive pas forcément à trouver l'impact sur la mortalité. On trouve moins de 2% des espèces, enfin des individus pardon, qui sont morts de ça avec certitude. Par contre, d'après la littérature, ça aura un impact à moyen terme sur la reproduction et donc sur la dynamique des populations. Merci. Alors, il y a une disparition de micro absolument mystérieuse. Si quelqu'un a mis son micro dans sa poche ou dans un sac, qu'il se dénonce tout de suite. J'avais juste une question sur justement l'ingestion auquel tu as fait référence par les organismes marins. On imagine qu'il y a un certain nombre d'organismes marins qui finissent dans notre assiette. Est-ce qu'on a une vague idée sur peut-être ce flux-là et sur les impacts que ça peut avoir sur notre santé de consommateur? Sur l'impact sur la santé humaine, alors pour le coup c'est vraiment pas mon domaine, de ce que j'ai vu, pareil, il y a plein de publications qui commencent à sortir sur ces sujets-là, donc c'est pas forcément lié à la consommation d'organismes marins en particulier, mais il n'y a pas forcément de lien à ma connaissance avec l'alimentation, pas direct. Par contre, on commence à en retrouver effectivement les dernières publications, on en a retrouvé dans les placentas, dans les poumons, si on a vu un lien avec le microbiote intestinal, on commence à avoir des informations
qui prouvent qu'il y a en tout cas un impact sur l'humain. Y compris par le fait de ce que tu mentionnais, comme quoi en fait ces microplastiques jouent un peu le rôle de radeau en fait de tas de microbes, et donc on peut supposer aussi que c'est des disséminateurs de maladies potentielles. Je crois que c'est tout l'enjeu de ces études-là. L'IFREMER et d'autres personnes présentes ici travaillent sur le transport de pathogènes et la manière dont les pathogènes, ou d'autres espèces d'ailleurs, pourraient être véhiculés par les plastiques. Et encore une fois, je pense que déjà ça, c'est un petit enjeu à étudier, et après le lien avec la santé humaine, il reste à faire. On pourra compléter ça tout à l'heure si, voilà, dans la salle, il y a quelqu'un qui y a bossé pour nous dire 2 mots. Et j'en profite pour vous dire que juste après 2 autres petites interventions, vous pourrez poser des questions sur ce que vous avez écouté, ce que vous avez entendu, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, et voilà, sur lesquelles chacun pourra revenir un petit peu. Du coup, je vais demander à Hiroun s'il peut compléter, parce que comme ça a été souligné tout à l'heure, évoqué plutôt tout à l'heure par Franck, il y a également des disséminations qui se font par voie aérienne. Ça, c'est des éléments d'études qui sont plus récentes apparemment. Hiroun Sankey, vous l'avez étudié et vous y travaillez dessus. Peut-être 2 mots sur cet aspect-là, donc un peu rapide toujours, mais au moins qu'on n'oublie pas ce mode de dissémination. Merci, donc bonsoir à tous. Donc en 2-3 minutes, quelques mots sur les microplastiques dans l'atmosphère. Peut-être rappeler, donc la taille des microplastiques, c'est entre 1 micromètre et 5 mm. 5 mm, on voit bien, c'est l'épaisseur d'une coton-tige, des pailles. Évidemment, à 5 mm, ça flotte pas dans l'air, ça tombe tout de suite. Mais à l'autre côté, entre 1 et 100 micromètres, ça peut être en suspension dans 100 micromètres, c'est à peu près l'épaisseur de nos cheveux. Et donc les microplastiques les plus fins, entre 1 et 10 micromètres, encore plus petits, c'est là devant vous, on ne les voit pas. Ils sont bien là. Pourquoi ils sont là? Regardez comment vous êtes habillés, comme moi, on est habillé en polymère, en plastique. Le sol est en plastique, les chaises, la peinture sur les murs contient des microplastiques. Et donc on s'entoure de ça, et par fragmentation, ça se décroche, mais on ne les voit pas quand ils sont tout petits. Les rares moments qu'on les voit, vous les connaissez, c'est souvent en fin d'après-midi, quand le soleil est bas, quand la lumière entre dans la maison, tout d'un coup on voit le reflet de toutes ces particules dans l'air, et souvent on voit voler ces fibres de nos vêtements dans l'air. Et donc c'est assez intuitif de ces réalités qui sont quand même là dans notre milieu intérieur. Pourtant, il y a 10 ans, quand les scientifiques ont commencé à fouiller à l'extérieur, on en a retrouvé en importante quantité également, dehors, même dans des milieux très lointains de nos vies, de nos industries. Et donc dans des quantités assez importantes. Quand nos collègues ont mesuré les microplastiques en appui, au fin fond d'Ariège, dans les Pyrénées, il y en avait des centaines tous les jours qui tombaient sur environ 1 mètre carré. Si on va au pôle sud, on les trouve au pôle nord, partout sur notre planète. On mesure aujourd'hui des microplastiques en suspension dans l'air et dans les dépôts humides, la pluie, la neige, etc. Donc, peut-être un petit mot sur ce qu'on respire finalement. Un micromot. Un micromot, ça a été estimé à environ 100 000 microplastiques par an qui rentrent dans nos poumons. Comme notre collègue le disait tout à l'heure, les études toxicologiques sont qu'à leur début, donc je ne sais pas très bien si ça fait du mal ou non. Il faut quand même avouer que les particules qu'on respire, les particules fines de nos voitures diesel, sont présentes en quantité beaucoup plus importante, 1 million de fois plus important que les microplastiques dans l'air. Donc le réel enjeu reste quand même dans les voitures. Qui dit voiture, Franck l'a dit pneus. Et les pneus, on sait bien, on les change tous les ans. Mais pourquoi? Parce que ça s'envole en microplastique. Et là encore, sur le devenir de ces microplastiques de nos voitures, on ne sait pas grand-chose. Probablement, c'est ceux qui retombent avec la pluie au-dessus des terres et l'océan. Je peux continuer. Désolé. D'ailleurs, la présentation que
vous allez faire dans le cadre de ce colloque. Je le redis, et je parle sous le contrôle des organisateurs, mais vous pourrez retrouver la plupart des présentations à partir du site, et vous trouvez le lien du site sur le programme. Et le programme, vous le trouvez à l'entrée, je suppose. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, pour avoir un peu plus de détails, puis tout à l'heure, vous pourrez aussi demander quelques explications dans vos questions. Merci beaucoup, Irouy. Et du coup, on va passer à Jean-François Guiglione, parce que moi j'ai une question pour Jean-François, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on connaît en fait sur la décomposition et la biodégradabilité, merci, des plastiques, que ce soit en milieu fluvial ou marin, avec cette idée, on se dit, voilà, est-ce qu'on commence par des gros plastiques et puis ça finit dans des tout à fait micro, et du coup, ça pose évidemment des questions sur la collecte, le traitement, etc. Bonsoir à tous. Et le pas de temps de tout ça. Je vais vous dire tout ça, ok. En gros, quand on a une bouteille en plastique qui va arriver dans les océans, avant qu'elle arrive dans les océans, et ça c'est les dernières campagnes qu'on a pu faire dans les fleuves, on s'est rendu compte qu'elle n'arrive pas sous forme de bouteille, elle est déjà fragmentée en tout petits morceaux qu'on appelle les microplastiques. Comment elle est fragmentée? Simplement par abrasion. Il suffit de la frotter, et petit à petit, avec les ultraviolets et l'abrasion, c'est comme ça en fait que nos plastiques en fait, ils vont se fragmenter en tout petits morceaux. Ça va assez vite. C'est, on va dire, allez, quelques années. En fait, on ne sait pas vraiment, mais on peut dire à peu près ça. Et globalement, on va considérer que tous les plastiques qui vont être négligemment jetés par terre, finalement, ils vont arriver dans une rivière, puis dans un fleuve, puis à l'arrivée la mer. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en mer, parce qu'en fait, c'est un peu le réceptacle final de tous nos déchets. Et sous quelle forme ils arrivent? Pas mal sous forme de macro-déchets, mais pas tant que ça en fait. En nombre, c'est largement des microplastiques qui arrivent déjà dans les océans. Et petit à petit, en fait, ces microplastiques, on ne sait pas exactement où ça se passe. Est-ce que c'est dans les fleuves? Est-ce que c'est en mer? Mais en tout cas, ils vont continuer à se casser en plus petits morceaux, et là, on est aux limites de détection de la science. Aujourd'hui, on est capable de détecter des nanoparticules plastiques dans les océans. Et ce qui est assez frappant, en fait, c'est que vous voyez bien les microplastiques, en fait, peut-être que vous en avez déjà vu, il suffit d'aller sur la plage, ici à Banous, là, on se met à genoux. Avant, vous voyez, on jouait avec les morceaux de verre quand on était petit, là, maintenant, c'est pareil, en fait, on voit plein de plastique sur la plage. Ils sont visibles, ceux-là. Ensuite, ils vont se casser en plus petits morceaux, ceux-là, ils deviennent vraiment invisibles. Et aujourd'hui, on a maintenant des valeurs, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 1 an ou 2, où on sait en fait que ces tout petits microplastiques, ils représentent 100 à 1000 fois plus que les grands microplastiques. Donc ça, c'est pas bon pour l'environnement, parce qu'ils vont tous être mangés par tous les échelons de la chaîne alimentaire. Et puis ensuite, en masse, ils représentent autant que les microplastiques. Et aujourd'hui, on a un challenge, c'est d'aller vers les nanoparticules, et on a eu une discussion cet après-midi, et il y a une spécialiste du domaine qui nous disait, mais en masse, je suis sûr que les nanoplastiques, ils sont aussi importants que les microplastiques. Donc vous voyez en fait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de ces tout petits morceaux en fait, qui arrivent dans les océans. Pour finir sur ta dernière question, le temps que ça prend, on considère que la dégradation complète d'un plastique, elle est juste pas possible à estimer. Parce qu'en fait, on a plein de plastiques différents, donc c'est super dur à estimer. Mais globalement, en moyenne, on va dire que c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Et on considère aujourd'hui que le plastique, c'est un marqueur de l'anthropocène. L'anthropocène, vous savez peut-être, en fait, c'est le marqueur géologique de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et bien aujourd'hui, l'impact de l'homme sur l'environnement le plus fort, qu'on peut retrouver dans les carottes glaciaires, vous imaginez, hein, dans des niveaux géologiques, aujourd'hui c'est le plastique. Donc dire combien de temps ça dure, très longtemps. Merci beaucoup. Je vais passer par une petite phase de questions. Si parmi vous, il y a des questions sur ce qui a déjà été présenté, alors pas trop sur d'autres sujets qu'on va aborder au cours de la soirée, mais plus des questions de compréhension, des choses qui n'ont pas été claires ou des précisions que vous souhaitez. Allez-y, il n'y a aucune question idiote ou inutile. Donc il y a un micro là, n'hésitez pas si il y a des choses qui n'ont pas été claires ou vous voulez un peu plus de précision. C'est toujours se lancer. Oui,
Il y a une personne là. Oui, juste pour savoir depuis quand ont commencé les recherches sur les plastiques, le micro, voilà. Depuis combien de temps la recherche s'intéresse à ce domaine? En gros, hein. Oui, oui, merci beaucoup. C'est une question qui n'est pas du tout inintéressante. Depuis quand donc on mène les premières recherches? Est-ce que l'un de vous veut répondre? Oui, Franck? En fait, c'est pas moi qui réponds, c'est juste ma mémoire. Tout à l'heure, on a une collègue qui nous a présenté les premiers travaux où on détectait les microplastiques, en tout cas, pas voir les effets, mais les détecter. C'était en 1972. D'accord. Donc c'est récent. Que là, des personnes avaient mesuré, avaient quantifié des morceaux de plastique, des débris de plastique, c'était dans les sédiments marins, je pense. Pour compléter votre question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une vague idée de savoir, en France, la communauté des chercheurs qui bossent sur le sujet, plastique tout confondu, ça représente quoi? Jean-François, tu as une idée? C'est génial que tu me poses cette question parce qu'en fait, c'est pas sur tous les sujets qu'on arrive à faire des groupements de recherche. On a réussi à monter un réseau en France, il s'appelle le GDR Polymère et Océan. Et dans ce GDR Polymère Océan, aujourd'hui, on est 250 scientifiques, essentiellement des chimistes, des physiciens, des biologistes, très peu de sciences humaines et sociales. Mais ça veut dire que la communauté scientifique, elle a réussi vraiment à s'emparer de ce sujet-là, parce que en fait, on est tous méga motivés par cette problématique. On a tous envie d'y travailler, quoi. Et il y a pas mal de moyens en fait aussi au niveau de l'État qui sont donnés pour les scientifiques pour vraiment aller à fond dans cette problématique. Tu vas garder le micro si tu veux bien. Oui. Jean-François, il parle des sols, du milieu marin, dans le sol aussi. Hein. Il y a aussi des communautés. Alors, il n'y a peut-être pas, faut donner un nombre, mais il y a aussi toute une communauté qui peut être aussi importante compte tenu des enjeux pour l'agriculture, et donc qui peuvent créer ces pollutions microplastiques. Justement, Jean-François faisait allusion à la stimulation, je vais le dire comme ça, de la société par rapport à ces recherches, et en particulier le politique s'en est emparé, j'ai envie de dire enfin, et vu l'enjeu qui vous a été rapidement présenté sur les impacts, depuis le 1er janvier dernier, pas 2023 mais dernier 2022, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui interdit notamment les emballages en plastique des fruits et légumes, qui représentent à peu près 37% des volumes qui sont diffusés et qui sont donc sous emballage, 20 000 tonnes de plastique par an, mais auxquelles il y a pas mal d'exceptions. Alors, je vous en cite deux, nectarines et pêche par exemple, il y en a plein d'autres. Et peut-être que vous savez que l'industrie plastique, qui n'a cessé de se battre contre cette loi, a obtenu gain de cause en partie, puisque le 9 décembre dernier, le Conseil d'État vient d'annuler le décret d'application de cette mesure sur les emballages de fruits et légumes, jugeant une disposition du texte illégale. Précisons aussi que les fédérations des fruits et légumes indiquent qu'en fait 80% de la filière serait en conformité avec la mesure qui est préconisée par la loi, donc pourrait appliquer cette mesure, c'est important de l'avoir en tête. Et enfin que le gouvernement a promis de revoir sa copie pour essayer de se conformer au droit, et tout en reprenant la mesure. On peut supposer, ça fait partie de ma question à Jean-François, que la liste des exemptions risque de s'allonger, mais c'est peut-être une supposition avec un esprit mal placé. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est dans la même loi AGEC, il y a, depuis le 1er janvier, sachez que les restaurants ne peuvent plus proposer d'emballage jetable pour les repas consommés sur place, je dis bien sur place, parce que les grandes enseignes ont opté, eux, pour de la vaisselle réutilisable en plastique, et tout ce qui est commande à emporter, et vous savez que depuis le Covid, ça s'est énormément déployé
ce type de commandes alimentaires. Donc les commandes à emporter, eux, peuvent continuer à utiliser du tout jetable en plastique et ce n'est pas remis en cause par la loi. Donc ma question, c'est à la fois une réaction par rapport à ce Conseil d'État. Qu'est-ce que ça dit? Au-delà peut-être du point technique qui ne nous intéresse pas beaucoup ici, mais peut-être plus sur le jeu d'acteurs et en particulier le rôle des industriels. Et est-ce qu'en gros, tu as le sentiment qu'on progresse ou que c'est toujours un pas en avant et deux pas en arrière ou l'inverse, je ne sais pas. Alors, merci de poser cette question et je vais vous apporter à la fois mon avis scientifique et mon avis de citoyen, donc il faut bien distinguer les deux. Mon premier avis de scientifique, en fait, notre boulot, nous, c'est d'aller sur le terrain et de dire qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain et qu'est-ce que vous retrouvez sur le terrain si vous allez sur la plage, si vous allez autour de chez vous. Vous allez trouver les emballages et les plastiques à usage unique de manière majoritaire. D'accord? Donc du coup, on a fait remonter ces études au niveau du ministère. Et on est quelques-uns dans la salle là, à travailler avec le ministère pour aller vers les interdictions, pour que qu'on arrête d'avoir autant d'emballages et de plastiques à usage unique. Alors, pour répondre à ta question, la première réponse que je donnerais, c'est que à chaque fois, pour nous, c'est des victoires. On est super contents en fait de voir ces lois qui émergent, et il y en a vraiment de plus en plus. Donc on pourrait dire, tous les voyants sont ouverts, c'est parfait, c'est génial. Quand on voit en fait la puissance des lobbies, parce que là on est face au lobby du pétrole, hein, le plastique c'est pétrole, et puis au lobby de l'emballage, au lobby du commerce, là qu'on fasse machine arrière, ça montre quelque part que bon, on ne peut pas forcément tout le temps compter sur le gouvernement, on a aussi notre rôle à jouer. Mais pour rebondir vraiment sur ça, un mot qui est important en fait que tu as utilisé, c'est économie circulaire. Et là, on n'a pas du tout la même notion d'économie circulaire entre le citoyen, le scientifique et les industriels. Juste pour vous raconter un petit peu ce que c'est que cette économie circulaire, que vous comprenez bien ce qui se passe là. Parce que ça, c'est un truc qui a été inventé par les industriels pour nous faire croire qu'on peut continuer à consommer, et qu'on peut jeter sans problème, ils s'occupent de tout. L'économie linéaire, c'est je prends de la matière première, je crée un produit et je le jette. D'accord? Ça, c'est linéaire. Alors là, c'était pas bien, tout ça, on pollue. Du coup, les industriels, et pas d'autres personnes, pas des scientifiques, etc., ont inventé ce qu'on appelle l'économie circulaire. On n'a qu'à dire que tous ces déchets, on les recycle, et là, on fait une économie circulaire et tout va bien. D'accord? Donc on peut continuer à consommer, ne vous inquiétez pas, on fait de l'économie circulaire. Là, aujourd'hui, peut-être qu'on en reparlera derrière, mais l'économie circulaire, ça repose essentiellement sur le recyclage. Et toutes ces lois, on va en reparler, oui. Toutes ces lois, en fait, ça repose sur le recyclage. Aujourd'hui, on recycle 14% de vos poubelles jaunes. Et le message de Citeo, vous connaissez peut-être, ou de tous ceux qui font de l'emballage, ils disent continuez à consommer, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout derrière. Et là, il y a quelque chose à gérer, et le message que j'ai envie de passer, que je passe de manière générale, c'est que si on a envie d'agir, en fait, il faut vraiment qu'on réduise notre poubelle avant de se dire c'est bon, j'ai fait mon acte citoyen, j'ai mis dans la poubelle jaune. En vrai, derrière la poubelle jaune, on en discutera derrière, mais le recyclage, on en est loin d'être capable de recycler aussi bien. Et tous les industriels s'accordent en fait pour aller de l'avant, et toutes ces directives, quelque part, d'aller de l'avant vers on va améliorer le recyclage, vous inquiétez pas, ça va aller mieux derrière, et surtout n'oubliez pas de continuer à consommer pareil. Donc plutôt le message qu'on donne nous, c'est que pour réduire en fait tout ça, évidemment, il faut que ça se passe au niveau de quand on va au magasin, dans le choix de nos produits, pour limiter l'emballage, limiter les plastiques à usage unique à notre niveau, pour limiter en fait les quantités qu'il y aura dans les poubelles qui seront à gérer derrière, parce qu'en fait, on produit trop de déchets, et c'est ça le fond du problème. Merci beaucoup. Alors, au-delà des sacs plastiques, des emballages de fruits et légumes plastiques, de la vaisselle en plastique, il y a toute une série de domaines où l'élimination du plastique relève vraiment de difficultés techniques, en grande partie liées à l'absence de recherche et de développement pour trouver des alternatives. Je pense au secteur aussi différent que l'informatique, la téléphonie, les consoles de jeux, la télévision, mais aussi les vêtements, le paramédical, les véhicules de transport, on y a fait allusion avec les pneus, l'électroménager, les jouets, j'en passe et des meilleurs. Bon. Alors le défi est à la fois, donc on l'a dit, technique, mais il est aussi sur les usages. Il est d'autant plus lié sur les usages que les alternatives ne sont pas forcément là en termes d'offres. Et puis développer de nouveaux process et de nouveaux matériaux. J'ai une question pour Leïla.
sur cet aspect-là, qui concerne en particulier les efforts de recherche et développement. Leila Mestertsem, qui, j'allais dire la locale de l'étape, mais voilà, qui est dans une start-up Plastic Catsi qui est dans le coin, et qui est un peu à l'interface avec des industriels, des collectivités, etc. Donc, tu as peut-être une bonne vision un peu sur ces enjeux de recherche et développement. Pour toi, dans quel domaine ces efforts de recherche et développement doivent se concentrer par rapport à ce que, voilà, la liste qu'on pourrait allonger, hein, et quelles sont les principales difficultés que tu, que tu as en tête par rapport à cet effort de développement d'alternatives? Donc l'effort et la volonté, c'est les deux mots clés, je pense qu'il faut souligner. Donc effectivement, on parlait de lobby tout à l'heure qui essaie de revenir un petit peu en arrière sur ces plastiques à usage unique qui sont utilisés aujourd'hui pour l'alimentation. En fait, il faut vraiment se dire que d'autres industriels sont en train de se mettre en place, et eux, ils mettent et l'effort et la volonté, non pas pour des plastiques à usage unique, mais pour les plastiques généraux. En fait, pour des plastiques en fait, qui sont utilisés. Et en fait, sur la mise en place du recyclage, en fait, ils visent plutôt non pas des plastiques à usage unique, mais plutôt des plastiques qui sont gardés dans le temps. En fait, c'est la bassine en plastique qui durait longtemps, c'est la ceinture de sécurité qui peut être récupérée, recyclée et qui peut être remise en fait en place dans certains objets. En fait, il faut savoir que les industriels aujourd'hui, on va avoir, dans le cadre de la loi AJAC, ils vont avoir une responsabilité élargie aux produits, ce qui veut dire qu'ils vont être obligés aussi de prendre en considération la fin de vie de leurs objets, ils vont être obligés de réintroduire de la matière recyclée à l'intérieur de leurs propres produits, à minimum à 20%. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a une chasse au plastique gérée. Donc c'est-à-dire que dans ces déchets en fait, qui sont variables, donc tous ces plastiques-là qui se retrouvent dans les cases, dans les déchetteries, qui se retrouvent même dans la poubelle jaune pour certains, et ben, en fait vous avez une chasse à l'objet collecté, consigné, recyclé, qui va pouvoir avoir une deuxième vie. Mais ils ont des difficultés aussi parce que ces plastiques-là, ce sont sont pas les plastiques classiques que nous recyclons, c'est pas du PET, c'est pas le sac en plastique. C'est pas la bouteille en plastique non plus, c'est d'autres formes en fait, de plastique que vous avez par exemple dans les véhicules, que vous avez dans certains usages en particulier. Et aujourd'hui, sur le process de recyclage, c'est pas forcément très au point, parce que personne n'a été sur ces questions-là. Donc eux, ils sont au point de départ en fait, sur ces process de recyclage. Donc ils testent de récupérer leur propre matière. Donc vous avez des consignes qui arrivent dans différents endroits sur des objets en particulier. Donc c'est le cas par exemple sur les Baléares, où vous avez des collectes qui sont faites aujourd'hui sur les briquets. Donc les briquets fait partie de ceux avec qui je travaille aujourd'hui. En fait, un briquet, on a tous dans la tête que c'est un objet qui peut être jeté. Eux, en fait, ils essaient de faire en sorte que votre briquet, il produise 3000 flammes, et que donc, du coup, vous le gardez 10 ans. En fait. Vous allez le garder très très longtemps, et vous allez même aller le chercher dans votre tiroir quand il ne fonctionne plus pour le donner et récupérer le 1 € de la consigne qui existait avant sur le verre, par exemple, ou sur les canettes. Donc ils sont en train d'aller sur des process comme ça, et en fait ils visent à retransformer leur propre matière et voir comment finalement ils peuvent le réinjecter dans leurs propres objets, puisqu'ils connaissent très bien leur propre matière. Ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent pas utiliser la matière des autres, puisqu'ils n'ont pas exactement le même type de plastique. Et d'où la difficulté en fait, du recyclage, c'est qu'à chaque fois que vous avez un plastique, un recyclage particulier, et vous ne pouvez recycler mécaniquement que jusqu'à 2 à 3 fois avant que la matière elle-même soit agressée, n'ait plus exactement les mêmes caractéristiques physico-chimiques. En plus, vous avez une réintroduction de matière brute, donc ça veut dire... On va revenir sur cet aspect du recyclage. Oui. Ouais. Donc du coup, vous avez toute une compréhension qui doit être mise en place avec finalement une demande en termes de science, parce que c'est ça, une demande scientifique sur ces process de recyclage, combien de fois on peut le faire, et puis est-ce que finalement le plastique recyclé, est-ce qu'il n'est pas pire que le plastique de départ? Est-ce qu'il est plus toxique ou pas? Ce sont des questions aussi sur lesquelles on a de plus en plus d'études. Ma question, elle portait aussi dans certains domaines sur lesquels on est vraiment en échec. Hein. Voilà, paramédical, on l'a vu avec les masques, par exemple, tout le domaine de la Wi-Fi et des équipements Wi-Fi, de télévision, etc. Est-ce que dans ces domaines,
tu as l'impression que les industriels sont conscients vraiment du problème et ont mis un peu des moyens pour trouver des alternatives. Alors il y en a qui ont mis le paquet, j'ai envie de dire. Renault en particulier se lance sur la voiture recyclée et récupère votre voiture thermique pour en faire une voiture électrique. Il y en a qui vont vers des choses comme ça. Donc ils pensent des usines qui s'appellent Recycle Reuse, ils essayent de faire des choses comme ça. Donc là, il faut vraiment voir s'ils peuvent y arriver, est-ce que c'est possible. Sur les objets électroniques, il y en a de plus en plus qui se lancent parce que justement vous avez des métaux rares qui sont à l'intérieur en fait des ordinateurs, donc il y en a de plus en plus qui essayent de récupérer sur les téléphones portables. On voit ça partout, maintenant on récupère systématiquement les téléphones portables pour réutiliser certaines pièces. Donc là il y a aussi des progrès. Comme je le disais avant, il y en a qui veulent même aller dans les casses pour récupérer les tissus qui ont été employés dans certains véhicules. En fait, ils ne peuvent récupérer que la matière dont ils ont une connaissance parfaite. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent récupérer que la matière qu'ils ont fabriquée. D'où la difficulté aussi, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tout recycler. Donc ça avance. Il faut les forcer un peu, parce qu'on ne peut pas se dire que sans la loi, ils n'iront pas. Je veux dire, s'il n'y a pas la loi, ça n'avancera pas. Mais par contre, on a de plus en plus de sociétés qui se sont lancées effectivement sur des questions comme ça, et ils sont un peu avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'ils savent que bientôt, la responsabilité sera élargie aux produits, ils auront l'obligation d'introduire leur propre matière recyclée à l'intérieur de leurs objets. Merci beaucoup de ces précisions. Et du coup, je vais me tourner vers Gaël, parce que dans le cadre de tes activités, j'y faisais référence très rapidement, il y a le projet Reverse. Le projet Reverse où tu inventories, qui inventorie des initiatives de collecte et de valorisation des déchets plastiques. Et moi, ma question, elle est toute bête, c'est à quoi ça sert en fait de collecter et de valoriser? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Comment te dire, on se fait plaisir, moi je vais le formuler autrement, est-ce qu'on se fait juste plaisir en tant qu'un peu citoyen, ou est-ce que ça sert vraiment quelque chose en termes de volume, en termes de réutilisation, de voilà. Alors Reverse, c'est un projet qui est porté par l'association ISA, et donc l'objectif c'était de comprendre déjà les interactions hommes et biodiversité et déchets, et comme je le disais tout à l'heure, la manière de comprendre, c'est aussi d'inciter les citoyens à donner de la connaissance, qui est une information scientifique. Et donc on les a impliqués non seulement pour avoir des observations naturalistes, ce qu'on essaye de développer à nouveau, on fait de la recherche aussi par ailleurs, notamment sur les poissons, mais on continue à travailler pour comprendre ce qui se passe sur l'environnement, il faut aussi comprendre, sur la biodiversité, il faut comprendre ce qui se passe sur l'environnement. Et donc on cherchait à mettre en lien ce qu'on trouve chez l'animal et le nombre de déchets qu'on trouve sur Terre, sur les fleuves, sur les berges, etc. Et pour avoir de la donnée à une échelle française, on a travaillé avec tous les ramassages citoyens, et donc avec les citoyens. Et on a posé des questions aux gens sur leurs expériences, et on leur a demandé de caractériser les déchets qu'ils ramassent et de ne pas les jeter tout de suite. Et donc ça, c'est des données qui sont très intéressantes parce qu'il y a des protocoles de caractérisation qui sont standards et qui sont fournis même par l'État. Et toutes ces données, elles peuvent aller sur des plateformes participatives que l'État analyse, comme ça peut justement nous donner des informations sur les quantités de déchets, où est-ce qu'il faut agir, quels sont les déchets qui posent problème, sur lesquels on doit intervenir. Donc non seulement c'est de la connaissance qui est précieuse, et en plus c'est effectivement une expérience. Le fait de travailler sur l'animal ou le fait d'aller ramasser, c'est se rendre compte en vrai de l'impact, et en plus ça nettoie au passage. On s'est aussi posé la question du recyclage derrière, parce qu'une fois qu'on a demandé aux gens de déterminer très finement, puisque les grilles de caractérisation, elles peuvent être très simples, c'est selon ce que les gens ont envie de faire, ça peut être par matière, plastique, verre, métal, etc. Ou alors ça peut être des caractérisations très fines qui descendent à 200 catégories. Et à ce moment-là, c'était gênant effectivement de voir que tout partait dans une poubelle. Donc on a essayé, à la demande d'associations citoyennes, d'associations participatives à ces ramassages, qu'est-ce qu'on peut faire des déchets qui sont collectés. Donc ceux qui vont à la poubelle jaune, aller à la poubelle jaune. Et il y en a d'autres, on a essayé de faire des partenariats avec des recycleurs. Après, moi je ne me suis pas approprié cette question, mais les recycleurs, et comme le disait Laïla, il y a beaucoup d'enjeux, donc ils sont demandeurs. Mais la difficulté, en l'occurrence, de recycler des déchets sauvages,
c'est que du point de vue du recycleur, il est souillé, parce qu'il a passé un temps dans l'environnement, il peut être colonisé par des animaux, des algues, etc. Il y a l'enjeu de la toxicité, et il y a l'enjeu du point de vue du recycleur, du fait qu'il y a souvent plusieurs matériaux. Et que ça rend plus compliqué ce travail-là. Je vais continuer par une série de questions, et je vais vous mettre un petit peu à contribution. Donc, dans un premier temps, j'ai pas forcément besoin là du micro. En fait, j'ai une série de questions où je vais vous demander de lever la main. Voilà, en fonction de vos usages par rapport au plastique. Est-ce que celles et ceux qui utilisent encore des Tupperware et des ustensiles en plastique à domicile peuvent lever la main? Et vous jouez le jeu, hein? D'accord. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui n'utilisent plus, hein? Bon. Deuxième question. Celles et ceux qui n'achètent plus... Qu'est-ce qu'ils utilisent à la place? Bonne question. Verre, principalement. Papier, verre. Voilà ce que j'entends. Deuxième question. Celles et ceux qui n'achètent plus de contenants ou de vaisselle en plastique, lèvent la main. Davantage. Ouais, le message est passé quand même, hein. Celles et ceux qui n'achètent plus de fruits et légumes recouverts d'un film plastique, lèvent la main. Donc je suppose que vous le mettez dans un sac en plastique. Un sac en papier. Ou en tissu, absolument. Celles et ceux qui n'utilisent plus de sac en plastique, justement, pour faire ses courses, lèvent la main. D'accord. Ok. Alors, ceux qui... Donc, on a dit, hein, papier, les paniers, les tissus, absolument. Alors, les tissus qui peuvent effectivement avoir des fibres plastiques, c'est pas faux. On va dire des tissus qui sont sans plastique. En tout cas, c'est le souhait, j'imagine, des usagers qui n'utilisent plus les sacs en plastique. Et enfin, comme question, celles et ceux qui trouvent qu'il est facile d'éliminer les plastiques de son quotidien, lèvent la main. Alors, justement, c'est pas vrai. Moi, je veux bien en mode un peu popcorn, comme ça, dire celui qui a envie de répondre, il prend la parole. Quels sont pour vous les éléments bloquants, justement, d'éliminer? Oui, je vous en prie. Alors, Gaël, est-ce que tu veux bien donner le micro? Moi, je veux bien que vous précisiez les enfants. Je trouve que la remarque est pertinente, mais encore. Nombre de matériel et d'équipements associés avec les enfants sont à base de tissus et de plastique composites. On peut même acheter des jouets en bois, mais il y aura toujours des morceaux en plastique. On peut récupérer des biberons en verre, mais ils seront dans des emballages en plastique. Essayer d'enlever le plastique dans l'urgence, quand on va acheter quelque chose pour son bébé, c'est impossible. Quand on est seul à pouvoir diriger l'équilibre écologique de sa vie, on peut peut-être aller très loin. Quand il s'agit de gérer une famille avec un temps de travail complexe, c'est peut-être un peu plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus difficile. Une deuxième expression là-haut. Gaël, je vais te faire monter. Moi, je vais parler fort. Je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur. Préparer un cartable scolaire avec les stylos, tout ça sans plastique. Donnez-moi la recette. J'ai 3 enfants. D'accord. Les chaussettes. Il y a du plastique. Il y avait quelqu'un? Oui, je vous en prie. Je voudrais juste savoir, bonjour, pardon, qui n'a pas de téléphone portable, donc qui a acheté un emballage 3, 10 ou 15 fois plus gros que le téléphone, qui n'a pas acheté un ordinateur avec plein de trucs en plastique dedans, qui enveloppe les fils, le chargeur, le machin. On est vraiment actuellement dedans. Et juste derrière, oui. Merci, Gaël. Je ne jette pas,
les objets plastiques que j'ai chez moi, n'importe où, n'importe comment. Et j'ai des Tupperware depuis des années, dont je fais un usage, à mon avis, intelligent, c'est-à-dire je ne les mets pas dans un micro-ondes, je fais attention, j'utilise le verre au maximum, mais où est le gros danger? Est-ce que c'est dans ce qu'on jette n'importe où, ou est-ce que c'est vraiment dans le plastique lui-même? Alors, je pense que c'est les deux, mon général, mais je veux bien, Leïla veut bien répondre. À la question, est-ce que vous pouvez retirer le plastique de votre vie? Je suis d'accord avec vous, vous ne pouvez pas, hein. C'est même pas possible. C'est impossible. Par contre, le réduire drastiquement, dans des usages que en fait, vous n'aviez pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça oui. En fait, en vrai, le plastique a pris une place extrêmement forte dans notre vie, mais elle n'avait pas de raison d'y être. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'utilisait pas autant de plastique partout et ça se passait très bien. Il y avait des consignes sur le verre et ça marchait bien. Donc, d'un point de vue pratique, quel est le risque? Le risque, en fait, effectivement, vous l'utilisez bien, en fait, votre plastique, tant que vous ne le mettez pas au micro-ondes et que tant que vous ne le mettez pas à la machine à laver. Machine à laver la vaisselle, je veux dire. Parce qu'à partir du moment où il risque d'être chauffé, le problème il est là. C'est quand vous agressez physiquement en fait ce plastique qui normalement doit durer dans le temps. C'est un plastique qui est dur normalement. C'est quand vous l'agressez physiquement que là il peut commencer à larguer alors des produits qui sont à l'intérieur du plastique lui-même qui peuvent devenir toxiques, ou il peut même se fragmenter et fabriquer des microplastiques. Mais on le voit bien hein, sur certains objets, quand vous commencez à utiliser, vous savez, les plaques à découper par exemple, quand vous commencez à avoir des marques de couteaux, vous voyez en fait à la surface qui commence à se fragmenter, vous verriez la même chose avec du bois. C'est exactement le même process en fait que vous observez. Donc l'idée, c'est pas forcément de retirer les plastiques de partout, parce qu'effectivement, si vous deviez quitter la pièce sans plastique, vous serez un peu embêté, vous pourrez tous se déshabiller, ça va être bête. Mais par contre, il y a des usages où aujourd'hui, ils n'ont pas d'intérêt. Et heureusement, aujourd'hui, maintenant, ils ont été retirés du magasin. On peut avoir des sacs en papier quand on veut. Les paniers reviennent et deviennent très à la mode d'ailleurs. Tout comme le verre revient un peu partout. Et dans les restaurants, on retrouve les bouteilles en verre qu'il y avait il n'y a pas si loin que ça, quoi. Donc c'est possible. Oui. En fait, c'est... je ne sais pas par quel bout commencer parce que ça fait un quart d'heure que je boue sur place. Je voudrais revenir, déjà le premier point, mais c'est lié à ce qu'on est en train de soulever maintenant, c'est tout à l'heure, il y a la question de l'impact sur notre santé qui a été soulevée. Ouais. Et la réponse était plutôt tâtonnante en disant, bon, il n'y a rien de prouvé. Alors oui, il n'y a rien de prouvé. Mais l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Et en l'occurrence, on a un faisceau de preuves, mais vraiment, qui vient de partout, quelles que soient les disciplines, des médecins, des spécialistes qui considèrent le plastique dans leur discipline, qui disent, oui, c'est très, 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 très probable qu'il y ait un impact. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est pas une matière inerte. Le plastique, c'est un polymère auquel vous avez greffé des additifs. Et les additifs, il ne reste pas le cul assis sur le polymère. En fait, il se balade. Alors, avec les UV, on en a parlé. Avec, vous le mettez au micro-ondes, mais pas seulement. En fait, ils vivent leur vie. Et les additifs, c'est des produits chimiques. Et les produits chimiques, il y en a des milliers et des milliers. Il y en a, probablement c'est tranquille. Il y en a d'autres, ils sont toxiques pour notre santé et ou pour l'environnement. Donc, même s'il n'y a pas de preuve, on a quand même énormément de perturbateurs endocriniens qui sont associés au plastique, dans les additifs. Perturbateurs endocriniens, je pense que ça parle à la plupart d'entre vous, ou en tout cas ceux qui ne savent pas, ils savent que ça sonne bof. Et un perturbateur endocrinien, ça a des effets sur notre santé évidents, de puberté précoce, d'infertilité. Vous avez tous entendu les chiffres sur la fertilité masculine, féminine qui ont chuté drastiquement. C'est dans les plastiques et c'est ailleurs, mais c'est beaucoup dans les plastiques. Vous avez tout ce qui est cancer, bref, vous avez une liste, je vous la passe, mais c'est juste pour dire, il y a tellement de faisceaux, même si la preuve n'est pas encore apportée, parce qu'on vit tous des vies différentes, on est tous exposés à des produits différents, donc ça sera impossible probablement de prouver le lien de cause à effet, genre, moi j'ai des Tupperware depuis que je suis toute petite et j'ai un cancer du sein, on fait le lien. Non, c'est pas ça, je suis d'accord, mais c'est comme avec les intrants ou le glyphosate et compagnie, même si la preuve n'est pas facile à apporter parce que l'agriculteur il est en contact avec plein d'autres trucs et on va toujours réussir à repousser le moment où on va indubitablement prouver le lien de cause à effet, il a été exposé à tel pesticide et donc il se tape un cancer de truc.
non, mais quand même, il y a un moment, un petit peu de bon sens et un petit peu de prudence, j'ai envie de dire, on repousse le contact avec le plastique au maximum. Et c'est pas juste, excusez-moi, hein, c'est pas juste en évitant de mettre la Tupperware au micro-ondes, même si c'est effectivement un des gestes qui est à faire, mais le contact avec le plastique est à limiter, voilà, dans le doute. En tout cas, moi, c'est ma politique personnelle. Et je pense que c'est un petit peu dans ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur le lien avec la santé. Et le deuxième, c'est l'idée... Court, un peu plus court. Ouais, très court, premier, mais je suis désolée, mais franchement, on en parle tellement peu de la santé que c'est important de le remettre sur le tapis. Bien sûr. Et le deuxième point, c'est l'idée n'est pas de remplacer le plastique par un autre matériau, par du bambou, du verre, du papier, de ce que vous voulez, mais plutôt de revoir nos usages. Donc l'idée, c'est pas de se dire le pomme-pote de mon gamin, hein, pour reprendre la thématique de l'enfant qui est effectivement pas facile, le pomme-pote, je vais pas le remplacer par un pomme-pote en bambou, mais je vais plutôt me dire tiens, si je lui filais une pomme. Et pareil pour l'éternel débat entre est-ce que je prends un jus de fruits, quand il n'y a pas dedans, tu fais comment? Quoi? Quand il n'y a pas encore dedans, tu fais comment? Voilà. Ouais. Quand, tu fais des compotes, en fait maison, voilà. Les industriels dont on parlait tout à l'heure, ils se targuent d'avoir, par exemple, allégé le poids des avions de moitié, parce que la moitié des avions ou la moitié des voitures, c'est en plastique, donc ils consomment moins de carburant. Pareil pour les cargos qui sont désormais tirés, souvent tractés par une espèce de voile en synthétique, un peu comme un kitesurf, qui permettent d'alléger, puisqu'on utilise le vent, d'alléger la consommation de carburant. Ok, très bien. Mais pour autant, est-ce que c'est une raison pour aller 4 fois plus en avion pour aller faire les capitales européennes, sous prétexte qu'on consomme un petit peu moins de carburant? Est-ce que c'est une raison pour consommer de la fast fashion? D'accord. Parce que le cargo il est tracté par une voile et que du coup il consomme 20% de carburant en moins. Tout ça pour nous apporter quoi? Des fringues en synthétique. Enfin, voilà, c'est la logique de l'usage. Je m'emporte un peu, mais c'est juste parce que j'ai l'impression d'être énervée. Mais non, je suis pas énervée, mais c'est juste parce que le temps est réduit. Et voilà, c'est la question de... C'est pas remplacer un matériau par un autre parce qu'on va juste déplacer le problème, mais c'est plutôt de questionner nos usages. Voilà. Merci. Je prends peut-être une dernière remarque, commentaire. Oui, juste derrière. Hop. Merci pour ces interventions. Alors, 2 questions que je veux peut-être un petit peu provocantes. Est-ce que ça veut dire que je rentre chez moi, tout ce qui est en plastique, je le jette, sachant que c'est pas recyclable, et j'achète à la place des choses qui ne sont pas en plastique? Et deuxième question, les questions que vous avez posées, monsieur, sont assez culpabilisantes en fait, et c'est au niveau de l'individu. Mais tout à l'heure, ça a été rappelé, il faut aussi changer les politiques publiques et couper le robinet au niveau des industriels. Tant qu'on ne change pas ça, on aura beau faire tous les efforts qu'on veut comme citoyens, on n'arrivera pas à être à zéro plastique. Donc voilà, je voulais les rapporter. Merci. On va y venir sur cet aspect qui porte la charge en gros de ça. C'était prévu. Il y a un monsieur sur le premier aspect, je pense que la personne juste avant vous y a largement répondu en préconisant plutôt que de la substitution de matériaux, du changement d'usage. Hein, je crois que c'était... Donc il me semble que voilà, ça a été répondu. Et monsieur, voilà. Bonjour, je veux être un peu provocateur. Allez-y. Je fus médecin, cardiologue. J'ai beaucoup... et un vieux, je dois vous dire. Et j'ai commencé mon activité avec des seringues en verre, des aiguilles en fer, et tout un tas de choses qu'on passait dans des poupinelles, puis ensuite dans des... au début, c'était dans de l'eau bouillante pour désinfecter. Maintenant, on n'utilise que du plastique. Toutes les seringues, toutes les enveloppes, tout est à usage unique et on le jette à tour de bras. Et donc, je ne sais pas ce que ça fait sur la santé des microplastiques, mais je sais que les progrès qu'on a fait en médecine, c'est avec du matériel stérile, à usage unique. Voilà, c'est pas que je trouve que c'est bien, je trouve qu'un certain nombre de matériaux nous ont fait faire des progrès. Voilà. Merci. Je crois que nous avons déjà souligné les uns ou les autres
qu'effectivement, il y a un certain nombre de domaines, vous le citez, hein, autour de domaines médicaux, où les substitutions, sont difficiles, et les objets qui ont été créés ont apporté plein de confort ou de progrès. Donc je crois que personne là pour dire l'inverse, hein. En revanche, on est tous là, me semble-t-il, pour essayer de prendre la mesure, voilà, des volumes qui ont été créés, des changements de mode de développement et de mode de consommation. Je crois que c'est sur ça, mais les contradictions, c'est bien, elles apparaissent, et je pense que voilà, on ne sortira pas de cette salle sans les avoir, en les ayant résorbés. Je vais peut-être m'arrêter là sur les aspects, ou alors une minute, vraiment très très court. En fait, je voulais rebondir sur certains aspects qu'on a pseudo-abordés, qui sont en lien entre les présentations qu'on a vues, des questions que vous posez et ce qui ressort de la salle. À savoir que tout à l'heure, on a vu dans les chiffres présentés dans les présentations des questions de masse, de fréquence, de déchets ingérés ou autres. Et là, quand on parle des humains, on parle beaucoup de comportement, d'usage. Donc ma question c'est, quand on regarde dans le règne animal, est-ce qu'on voit justement une variation des comportements à l'intérieur ou entre les espèces qui peut donner un espoir sur l'évolution d'une adaptation à ce niveau-là? Et ensuite, quand on parlait des masses, en termes de scientifiques, tout à l'heure, c'est vraiment parce qu'on va parler du scientifique. Alors le scientifique, il n'est pas dans le privé en train de développer des matières plastiques dans des filières de R&D en ce moment même, sur des filières d'innovation. Alors, quelle est la masse de ressources humaines en comparaison de 250 personnes dans un GDR et peut-être équivalent dans l'autre? Est-ce que ce n'est pas des milliers de personnes dans des labos privés? Merci. Peut-être sur je ne sais pas s'il y a vraiment des réponses. Franchement, la première partie, c'est une soirée en tant que telle. Sur les comportements animaux, voilà, je propose qu'on n'ouvre pas ce sujet en une minute. On n'aura pas fait le tour de la question. Il me semble-t-il que c'est plus des commentaires qu'une question. Si vous êtes d'accord, on va passer, et notamment à la question qui est une des questions quand même qui est un peu clé. Je veux vous dire, il y a un peu deux questions qu'on n'a pas encore vraiment abordées, qui est la question du recyclage. Plusieurs personnes y ont fait allusion, notamment Leïla, et je vais lui redonner la parole sur cet aspect-là, mais aussi sur justement des alternatives plastiques. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, etc. Les fameux plastiques biodégradables. Je vais juste vous lire un extrait d'une tribune qui a été publiée le 28 octobre dernier dans Le Monde et qui dit la chose suivante. Soyons clairs, si le recyclage peut permettre de donner une seconde vie aux millions de tonnes de déchets produits depuis l'invention du plastique, le considérer comme une solution d'avenir durable est un piège. Le recyclage n'est pas un processus magique, mais une opération consommatrice en eau et en énergie, deux ressources déjà rares et qui le seront encore plus dans quelques décennies. Les bioplastiques, quant à eux, semblent voués à provoquer d'importantes substitutions d'impact, donc c'est-à-dire remplacer certains impacts par d'autres. Ainsi, donc fermez les guillemets. Donc ainsi, de nombreux acteurs appellent d'abord à réfléchir, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure là, sur le fait de réfléchir plutôt en termes d'usage, par secteur et par produit, en donnant des priorités à la réutilisation du vrac, de la consigne, etc. Et moi je veux bien, Leïla, peut-être avoir votre commentaire autour de ça, notamment sur la part de ces substituts possibles en termes d'usage, un peu, et puis peut-être d'autres auront envie de compléter, sur qu'est-ce que vous observez sur ces changements d'usage. Est-ce qu'on a un peu des données pour objectiver ça, ou c'est juste au doigt mouillé qu'on n'a vraiment pas grandes données sur les changements d'usage par rapport au plastique? C'est-à-dire des bioplastiques et des alternatives qui existent aujourd'hui. Ouais. Alors, tout à l'heure, je précisais à propos du recyclage que ce n'était pas forcément sur des plastiques à usage unique, puisque le recyclage, effectivement, on repousse en fait le problème. Et typiquement, le recyclage aujourd'hui, il a un souci en termes de combien de fois on peut recycler mécaniquement en fait une matière. Est-ce qu'on peut garder ses caractéristiques physico-chimiques dans le temps? Est-ce qu'elle va relarguer des microplastiques? Est-ce qu'elle va relarguer des additifs?
Donc les effets de la toxicité du recyclage, il y a des vraies questions là-dessus sur lesquelles il y a un vrai travail qui est en demande et qui doit être fait. Sur les alternatives, donc les bioplastiques typiquement, si vous avez entendu parler de ça, en fait, dans la définition, la vraie définition d'un bioplastique, c'est un plastique qui est fabriqué avec une ressource de carbone d'aujourd'hui, c'est-à-dire animal, végétal, une bactérie, une algue, du riz, enfin ce que vous voulez. Donc quelque chose qui est une source de carbone d'aujourd'hui et qui aurait des caractéristiques de biodégradation dans l'environnement, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mesurer. Donc ça se compte en mois et pas en années ou en décennies. Donc aujourd'hui, il y a un travail d'une communauté scientifique qui vise à mettre en place des nouvelles normes qui permettent finalement de donner des valeurs qui permettent de dire si oui ou non un plastique est biodégradable dans l'environnement marin, ce qui est très dur, l'environnement marin, et non toxique, donc les deux. Et en fait, ces plastiques-là, aujourd'hui, ils sont surtout tournés typiquement sur des produits cosmétiques, donc les microbilles qui peuvent être utilisés comme exfoliants. Ils peuvent être utilisés aussi dans des cotons-tiges, donc ils sont plus tournés sur des plastiques à usage unique finalement, ou sur de l'emballage, que sur des choses qui doivent être gardées dans le temps. Donc ces alternatives-là, elles ont pour vocation finalement à être utilisées lorsqu'on n'a pas le choix. Parce que c'est ça, hein. Encore une fois, c'est d'abord la réduction avant d'aller vers d'autres choses. Donc d'abord la réduction, ensuite potentiellement des bioplastiques lorsqu'on est obligé d'utiliser, et surtout pour des problèmes d'hygiène. Parce qu'en fait, on revient à des problèmes d'hygiène. Et sur les bioplastiques, vous particulièrement, quand on a discuté pour préparer la soirée et demain matin, vous me disiez qu'il y a vraiment bioplastique et bioplastique, et que là-dessus, vous étiez assez remonté contre le fait de faire passer un certain nombre de matériaux pour ce qu'ils ne sont pas. Ah oui, non, ça c'est très perturbant, c'est que vous avez des normes, des choses qui ont été mises en place qui sont plutôt des plastiques. Donc typiquement, il y en avait un qui est fait avec du maïs. Alors bon, déjà, une monoculture. Ça tire un peu en termes d'impact sur la biodiversité, qui demande beaucoup d'eau, donc qui est en compétition avec l'alimentation humaine. Bon, voilà, donc je passe ce détail-là, et on va directement sur la matière. En fait, sur la matière elle-même, en fait, c'est un plastique qui est bien d'origine carbone aujourd'hui, donc tout va bien, c'est pas du pétrole qui est fossile, on est bien sur une source de carbone d'aujourd'hui, donc qui utilise le CO2 de l'air, qui l'emprisonne, tout ça, ça va bien. L'inconvénient majeur, c'est que pour qu'il soit biodégradable, il faut qu'il soit chauffé. À chauffer 65-70 degrés. Donc ça veut dire que si l'objet il est perdu dans la mer, en fait, il faut chauffer la mer à 70 degrés. Moi, je veux bien. Hein. Changement climatique, on va peut-être y arriver dans chaque année à un moment donné. Mais du coup, là, c'est un problème de normes. Et en fait, là, clairement, si le logo apparaît dessus et que les gens se trompent, c'est parce qu'il y a une erreur sur le logo lui-même. En fait, il faut pas l'utiliser. C'est un compostage industriel. Si celui-là, il fallait le mettre en place, il faudrait mettre en place aussi la méthode de collecte et toute la filière derrière pour aller jusqu'à votre poubelle. Donc là, ça veut dire tout un travail de gestion, de collecte de déchets, c'est trop compliqué. Mais il y a d'autres matériaux, là, vraiment biodégradables, que vous défendez. Voilà, alors moi personnellement, j'en teste certains qui sont biodégradables et qui, effectivement, en conditions marines, qui est la pire des conditions, c'est-à-dire à 18 degrés avec l'agitation, tout ça, machin. Donc ça ne chauffe pas, il n'y a pas d'UV, et pour la plupart des plastiques, quand ils se retrouvent en mer, en fait, ils arrêtent un peu de vieillir quand ils se retrouvent dans ces conditions-là. Et bien là, en fait, quand ils se retrouvent face à des organismes vivants, ils sont attaqués. Et ils sont à base de quoi? Il y en a un en particulier, il est fait à partir de bactéries. D'accord. Parce qu'on a parlé, des fois de temps en temps dans les médias, on entend parler d'algues, on entend parler d'insectes. Tout à fait. Et en fait, ceux-là, en ce moment, il y en a certains sur lesquels nous on travaille, et même la cellulose, donc le carton, le bois, quoi. Même le bois fait partie de ceux qu'on teste, et là, c'est pareil, de la même façon, il ne faut pas se tromper d'ennemi. On peut avoir une nouvelle matière qui serait biodégradable, mais si c'est pour lui ajouter, encore une fois, des tonnes d'additifs pour le rendre plus dur, finalement, c'est ces additifs-là qui deviennent toxiques, et du coup, c'est encore un problème. Donc en fait, pour avancer, il n'y a pas de doute, il faut avancer, mais en se basant sur des faits, sur des données solides. On teste la biodégradabilité, on teste la toxicité, c'est oui, c'est non. Si je vous entends bien depuis tout à l'heure, en fait, moi j'entends qu'il faut marcher sur deux jambes, qui est d'abord changer les usages, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire réduire vraiment les usages, en gros, de matériaux, de consommation de matériaux, autant que faire se peut,
Et puis, quand on n'a pas le choix, essayer d'utiliser des matériaux. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas disponibles, hein, vous les testez, mais demain, des matériaux qui seront réellement biodégradables. Pour la voie des biodégradables, et après les recyclables pour la voie des recyclables, où là, c'est des objets qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord, merci beaucoup de ces précisions. Un autre point que nous voulions aborder ce soir, c'était le fait que, justement, la solution, ou les solutions, en tout cas qui existent, elles ne peuvent pas être portées uniquement ni par les législateurs, ni par les industriels ou les chercheurs, mais aussi par chacun de nous. Alors en termes évidemment de consommateurs sur les usages, mais aussi sur des actions de recherche et de surveillance. Et j'avais envie de demander à Camille Larue là-dessus de parler d'un projet qui s'appelle Plastic Zen, sur lequel vous bossez, et peut-être en dire quelques mots, parce que je pense que c'est peut-être emblématique d'autres choses qui peuvent exister aussi en France. Oui, tout à fait, mais en fait ça tombe bien de passer juste là, parce qu'en fait le projet s'intéresse à la dégradation des bioplastiques dans les sols, et ça reprend quelques petites questions qu'on a abordées là, par exemple les logos qui sont assez trompeurs sur les produits de consommation. On retrouve plein de logos qui ont des significations très différentes, avec des couleurs un peu vertes qui laissent penser que ce qu'on a acheté c'est bien ou pas, et en fait quand on regarde vraiment ce que ça veut dire, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très marketing. Donc ça c'est une première chose, et après sur les normes de biodégradation, c'est 6 mois en composteur industriel, et effectivement nous, la question qu'on s'est posée au départ de ce projet, avec en particulier mon collègue Arthur, est-ce que ces plastiques dits biodégradables, ils se dégradent vraiment quand on les met dans les sols? Donc on a développé au sein du laboratoire un projet de sciences participatives qui s'appelle Plastizen, et donc le but c'est de tester la dégradation de ces bioplastiques dans les sols. Et donc c'est un projet qui est basé sur les sciences citoyennes, puisque tout un chacun peut se connecter sur le site internet pour commander un petit kit expérimental qui est composé de bandelettes de plastique biodégradables et conventionnelles qu'on enterre dans le jardin, et on renvoie des photos tous les mois pour suivre la dégradation de ces plastiques. Et donc on a lancé le projet au départ en suivant la norme, c'est-à-dire tout doit disparaître en 6 mois, et on est redescendu à 3 mois parce qu'on voyait que déjà à partir de 3 mois on voyait une forte disparité dans la dégradation. Et globalement on a une répartition un tiers entre ceux qui se dégradent complètement, ceux qui ne se dégradent pas du tout et ceux qui sont moyennement dégradés. Et donc du coup, grâce aux participants qui sont situés partout en France, on a accès à leurs données météo, donc la température, l'humidité, et ils nous renvoient un échantillon sol pour qu'on puisse essayer après de déterminer quels sont les paramètres qui expliquent que les plastiques se soient plus ou moins dégradés dans les différents sols. Merci beaucoup. Je voulais également donner la parole à Capucine Dupuis, qui a fait cet ouvrage que vous trouvez à l'entrée, et qu'elle a commencé à dédicacer. Je ne sais pas où elle est, Capucine. Voilà, Capucine, elle est là. Elle est déjà intervenue. Et Capucine a fait donc cet ouvrage plastique Tac Tic Tac. Et ma question est la suivante. On voit bien que, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, que bon, voilà, ça fait partie des sujets qui sont un peu anxiogènes. On ne sait pas trop comment prendre le sujet, c'est compliqué. Quel a été un peu ton parti pris en fait pour communiquer ou pour parler de ça? Est-ce que, alors sans parler de recettes, est-ce qu'il y a une façon de prendre la chose? On veut bien que tu nous en dises un peu plus. Mon parti pris, en résumé, c'est l'humour. Enfin, c'est une base très documentée pour pas raconter trop de bêtises. Et puis après, c'est de raconter ça avec des blagues, histoire d'avoir un espoir que vous alliez au-delà de la page 3 et que vous ayez envie de comprendre vraiment l'étendue du problème, parce que c'est un vrai problème, et d'aller jusqu'aux solutions. Et alors, il y a des gens, quand je leur parle du bouquin, ils me disent tout de suite, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a un tiers de la fin, c'est des solutions, mais je leur dis, mais si vous ne comprenez pas pourquoi il faut changer des trucs, vous allez être moins motivé, donc je vous conseille quand même de commencer par le début. Et voilà, et moi j'essaye autant que possible, quand je travaille, d'utiliser vraiment des rapports scientifiques divers et variés, des atlas techniques, des plaidoyers d'ONG, des rapports d'industriels pour recouper toutes les sources et tout. Et après,
Je fais ça sous forme de bande dessinée parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes des grands enfants et qui aimons bien les blagues, les images. Les images, ça va vraiment droit au cerveau, ça permet de comprendre sans réfléchir, donc directement. Donc je trouve que c'est un super vecteur. Et puis voilà, c'est apporter de la légèreté sur un sujet qui potentiellement peut être lourdingue. Mais voilà, si jamais vous feuilletez le livre, vous verrez, moi mon message en tout cas, c'est de dire que s'il faut en retenir un, c'est d'aller vers plus de sobriété. Et bon, aujourd'hui, c'est un terme qui est très à la mode, qui est parfois, je trouve, mal utilisé, mais en tout cas, ce que moi je mets derrière la sobriété, c'est la liberté. La liberté parce qu'on est plus léger et enfin, je sais pas, il n'y a rien de plus important que la liberté, je trouve. Et se libérer du plastique, même si tous les plastiques ne sont pas à mettre dans le même panier, tout n'est pas jeté, hein, c'est ce que vous disiez, monsieur, notamment en médecine, et puis il y en a plein d'autres usages. Donc je ne les mets pas tous dans le même panier, mais quand même, s'en détacher, ça fait du bien. Voilà. Donc si vous voulez le feuilleter, n'hésitez pas, je serai à la sortie. Merci beaucoup, Capucine. Je voulais redonner la parole à Gaël et également à Franck justement sur les usages. Alors c'est peut-être moi en tant que scientifique pur et dur, et peut-être vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je me suis beaucoup posé la question moi, de comment on pouvait changer les choses. J'ai apprécié votre message un peu plus virulent et c'est vrai que je suis chercheuse, donc effectivement on se cache toujours vers les facteurs confondants et effectivement à un moment il y a un principe de précaution à avoir et effectivement sur cette problématique des plastiques comme d'autres problématiques environnementales, c'est vrai que je pense qu'il faut être un peu plus rapide que la recherche et pas forcément attendre nos résultats pour faire quelque chose. On implique beaucoup les citoyens, je pense que c'est bien, hein, parce qu'on est nombreux, parce qu'on peut ramener de l'information, on peut nettoyer autour de nous, on peut changer nos usages. C'est plus difficile d'aller vers les politiques, et encore que je les trouve très impliqués. En tout cas, je côtoie plutôt ceux qui sont en environnement, et je ne connais pas les industriels. Mais par exemple, il y a certains usages qui m'interrogent. Donc je travaille avec des collectivités, notamment la métropole de Lyon, qui est très impliquée sur cette question-là, comme beaucoup de villes d'ailleurs. Et j'interroge les gens de terrain, notamment les égoutiers, les cantonniers, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'ils voient eux. Et par exemple, les égoutiers montrent un gros impact des lingettes. Les lingettes alors il est écrit sur les emballages que c'est biodégradable. Et en fait, je l'ai constaté moi-même dans les eaux usées, les égouts, on voit des lingettes et parmi d'autres plastiques qui s'accumulent et qui non seulement posent un problème pour l'intervention des égoutiers, mais posent des gros problèmes environnementaux. Et en fait, ce n'est pas du tout biodégradable. Donc il y a aussi, c'est vrai, cette question de biodégradabilité, combien de temps ça met. Je vois les gobelets qu'on utilise, on nous a dit qu'on allait remplacer certains emballages avec des emballages cartonnés, mais en fait, ils ont aussi des pellicules plastiques. Et donc, même s'ils se dégradaient plus vite dans l'environnement, en termes d'impact sur l'animal, nous, on le constate quand même. Ça n'a pas le temps de ne pas causer d'impact. Et dernier point qui m'interroge sur est-ce qu'on peut changer nos usages. Moi-même, j'essaye de consommer en vrac ou autre. C'est très difficile avec ou sans enfants de se passer de plastique. Et en plus, ça me pose la question de l'équité alimentaire, aller dans des magasins bio qui font du vrac, avoir une alimentation saine et zéro déchet, et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre en fait. Et donc pour moi, ça m'interroge beaucoup. Et après, quand je reprends ma casquette de chercheuse, ça m'intéresse. Le plastique, pour moi, c'est une problématique environnementale parmi d'autres. Elle a l'intérêt d'être universelle. Et donc de mobiliser tout le monde et donc de solliciter aussi les solutions auprès de tout le monde. Et donc d'avoir une approche plus participative pour ça aussi. Avant de donner la parole à Franck, juste pour vous dire que demain matin à 9h, on aura Angèle Préville, qui est une sénatrice du Lot,
et qui a été l'autrice d'un rapport, co-autrice d'un rapport en 2020, en décembre 2020, qui s'appelle « Pollution plastique, une bombe à retardement », point d'interrogation, qui a été donc déposé au Sénat par elle et un collègue à elle, et on pourra lui demander demain matin les avancées, en tout cas elle en parlera. Si ça vous intéresse, vous pouvez, toujours par le lien du colloque, vous pourrez retrouver en différé son intervention, et ça sera peut-être pas inintéressant pour vous d'en prendre connaissance. Même en direct, voilà, on me dit même en direct, effectivement. Franck, est-ce que tu avais envie de réagir? Non, mais je vais le faire, tu m'as donné le micro. Sur les usages difficiles, en tant que citoyen, je partage beaucoup d'opinions qui ont été dites. Je voulais rebondir sur le discours de monsieur, l'ancien médecin, qui disait que des fois c'était utile le plastique. Et je voulais un peu m'auto-flageller devant vous tous, disant que quand je fais mes expérimentations, d'habitude, j'utilise des contenants, en fait, en général c'est du PVC, hein, c'est du tube plastique de ponderie qu'on coupe et puis on appelle ça des carottes, dans lesquelles je mets ces bon. Alors bien sûr, pour les expériences qu'on a fait là, ben, on a utilisé du verre. Donc voilà, m'auto-flageller, c'est dire pourquoi pas utiliser tout le temps du verre. Voilà, d'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier. Madame, je vais vous donner le micro. Je vous remercie. Je vous en prie. 2 remarques préalables et une question rapide qui va vous sembler un peu éloignée, mais tout de même. La première, Madame a parlé tout à l'heure de la sobriété. Je voudrais simplement rappeler le très bel ouvrage de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse, puisque monsieur, vous vous occupez d'écologie et agriculture. Par ailleurs, c'est vrai que les sciences humaines et sociales, dont vous regrettez l'absence, en tous les cas, vous l'avez dit tout à l'heure, ne semblent pas toujours s'intéresser à ces données. Pourtant, je voudrais témoigner à titre tout à fait personnel, il y a exactement 12 ans, j'ai eu l'occasion au Maroc d'organiser un événement assez... Moi, je ne suis pas du tout, hein, je ne fais pas partie des sciences dures, comme l'on dit, j'appartiens tout à fait au champ modeste des sciences humaines et sociales. J'avais donc eu l'occasion d'organiser un événement assez important pour dire notre planète, ses hommes, ses terres et ses mers. Et à cette occasion, il y a eu, outre Pierre Rabhi, des intervenants de tous horizons. Et la question qu'on se posait à l'époque, et j'ai l'impression qu'on ne se la pose plus aujourd'hui, c'est quand le pétrole, qui est au fond le coupable, hein, à l'origine des débats qui nous occupent aujourd'hui, quand le pétrole va-t-il disparaître? Et on s'inquiétait beaucoup à l'époque de la disparition programmée du pétrole. Ça nous arrangerait peut-être tous aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous sait où l'on en est justement des ressources pétrolifères qui sont, comme on le sait, dans bien des domaines, y inclus dans la paix du monde, des sources absolument terrifiantes? Pardon pour cet aparté. Alors moi, je n'ai pas forcément une réponse chiffrée, et je vais expliquer pourquoi en un mot. C'est que la date de fin des hydrocarbures, personne ne peut la voir pour une raison simple, c'est qu'en fait, des ressources, il y en a, y compris souterraines, vous savez, par fracturation. Et donc, en fait, c'est plutôt la question de à quel coût on va extraire. Et donc, c'est plutôt ça, c'est-à-dire jusqu'où on va aller dans le fait d'extraire cette ressource polluante et à quel coût. Donc, c'est plutôt ça. On a estimé, mais alors ça a été un peu contredit, hein, Yves Cochet avait écrit un bouquin qui a été un peu contredit voilà, par la suite, où il avait déjà dit qu'on était sur un pic de pétrole cher, et que là maintenant on était dans des prix qui étaient intenables, et que donc on allait être dans la fin du pétrole. Voilà. On voit bien que voilà, il y a des fluctuations, et donc je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a encore une date, mais effectivement il y a des dates liées au coût, et donc à toute la dynamique économique et financière autour de ça. J'ai pas besoin du micro, c'était simplement pour dire que dans les années 70, le club de Rome prévoyait la disparition du pétrole en l'an 2000. Voilà, donc vous voyez que ça a été un peu démenti. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. En fait, il y a une
étude récente qui était sortie où disait que sur 2020, on était dans le top du nombre de production mondiale de liquide en nombre de barils par an. Et que du coup, ils s'attendent à une descente, là, c'est maintenant. En fait, ça démarre après 2020. Et d'où l'augmentation programmée, en fait, il n'y a pas que le pétrole, hein, il y a des autres aussi. Ouais. Les gaz, je pourrais vous l'envoyer, c'est un joli graphe assez esthétique. Là. Et effectivement, on est dans le point de départ de la chute. Bon, voilà, plutôt une bonne nouvelle. Ça va nous forcer à bouger à tous les étages. Et je dis à tous les étages parce que je rebondis sur votre remarque qui était pertinente tout à l'heure, qui était de dire on ne peut pas faire porter sur les seuls consommateurs la charge du changement, en fait, de cette révolution de la fin du pétrole. Je partage votre point de vue. Je pense juste que voilà, c'est à titre personnel, je pense que tout le monde doit s'y mettre, même si effectivement, on l'a bien vu tout à l'heure dans les questions peut-être culpabilisatrices que je vous ai posées, mais la limite des réponses sur les usages, c'est aussi la limite de l'offre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'alternative, voilà, on a bien du mal à pouvoir changer, d'où le fait qu'effectivement, on va demander parfois aux consommateurs, je pense, pour moi c'est un peu lié, enfin c'est un peu le même débat sur l'énergie, où on demande en fait aux consommateurs de changer, alors que voilà, on n'a pas forcément les alternatives possibles. Mais voilà, on voit en même temps qu'on peut bouger chacun à son niveau. Pour finir, je voudrais juste, sauf s'il y a une intervention, une question. Oui, je vous en prie. Je veux juste dire que j'ai vu quelque part qu'on arrivait à faire du pétrole à partir de plastique, donc tous les espoirs sont permis. Oui, on peut reboucler la boucle, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ok, donc longue vie. Je voulais juste finir en fait par un petit point pour ne pas l'oublier et pour peut-être donner aussi une dimension un peu, enfin avec un peu d'espérance au niveau international. On l'a vu tout à l'heure, ça a été montré par nos amis dans les diapositives que la diffusion n'a pas de frontières. Il y a ici à Banyuls, on est à Banyuls, une commune qui prend toute une série de dispositions depuis pas mal d'années en matière de lutte contre la pollution plastique. Il n'empêche quand, voilà, c'est fait à Banyuls, mais comme autour, c'est pas nécessairement le cas. De toute façon, voilà, des tas de formes de plastique vont arriver tout de même sur la commune et continueront à arriver sur la commune, sur le front marin et compagnie. Et donc la dimension internationale, elle est absolument clé. Et je voulais vous dire que, si vous n'êtes pas déjà au courant, que le 2 mars 2022, les Nations Unies ont approuvé un accord historique visant à créer le tout premier traité mondial sur la pollution plastique, qui est prévu pour être adopté en 2024, et que toute une série de forces associatives, scientifiques et politiques se battent pour que ça devienne un traité qui soit un peu plus efficient que ce qui est, avec des pas de temps et des délais de mise en application des décisions qui pourraient être prises en 2024 qui soient bien plus rapides que sur le climat et sur la biodiversité. Et du coup, je voulais peut-être un mot de commentaire de Jean-François sur cet aspect-là, sur notamment un peu la dimension internationale, mais peut-être aussi qui nous disent un peu aussi ce qui est fait en matière de coopération au niveau de la communauté des chercheurs, parce que comme la pollution n'a pas de frontières, l'effort de recherche non plus, donc c'est peut-être bien d'en glisser un mot. Effectivement, en fait, on est face à un accord vraiment sans précédent. Vous connaissez les accords de Paris, vous connaissez certainement pas ceux-là. Mais en fait, quand on voit des accords comme ça, on se dit il y a de la lumière au bout du tunnel, parce que en fait, tous les pays se mettent autour de la table et sont d'accord en fait pour dire il y a un problème. Donc quelque part, pour nous, c'est toujours positif. Alors évidemment, on peut toujours mais ça prend trop de temps. En Europe, on sait que la fin des emballages, on a dit que c'était 2040. Donc quand je parle de ça à mes enfants, ils me disent quoi, 2040 ? Ça paraît super loin. Et puis quelque part, alors pour répondre à ta question sur le côté collaboration internationale, ça fait partie de la science en fait.
on collabore tous d'un point de vue international, soit directement, soit indirectement, parce que toutes nos données en fait sont, on appelle open source, c'est-à-dire qu'on va les mettre à disposition des autres chercheurs, et cette collaboration elle se fait voilà, soit directement avec les chercheurs, soit indirectement. Mais on sait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui dans la recherche, donc ça se fait comme ça. J'ai envie quand même... Juste, excuse-moi, par rapport à la dynamique que tu as soulevée, je crois, en France, hein, en donnant un certain nombre de chiffres, où on voit quand même que la communauté des chercheurs s'est vraiment mobilisée ces dernières années sur le sujet. Est-ce que c'est un peu le cas ailleurs, en Europe, mais aussi ailleurs qu'en Europe? À ma connaissance, il n'y a pas de groupement de recherche comme on a fait en France, qui soit fait à l'étranger. Mais d'un autre côté, en fait, on sent que de plus en plus les scientifiques, ils sont obligés d'aller répondre un peu à tous les gouvernements et amener leur... et il y a de plus en plus de rapports qui sont fournis, etc. Donc j'ai pas de doute sur l'état des connaissances aujourd'hui qui est partagé au niveau international. J'aurais juste envie de rajouter un tout petit truc pour donner une petite note positive à tout ça quelque part, parce que, ok, je pense que vous avez tous compris qu'il y a un problème. Et je pense que le monde entier, maintenant, avec ces accords-là, comprennent qu'il y a un problème. Ce que j'adore, en fait, c'est que cette question du plastique, elle touche à tout, en fait. Elle touche au côté social, elle touche au côté économique, les industriels. D'habitude, quand on a une pollution, c'est les messages industriels, et puis nous, on s'en moque, quoi. Là, c'est dans nos mains aussi, et pas que. Voilà. Donc, ce que j'adore, en fait, moi, quand je vais dans les écoles, parce qu'on fait pas mal d'interventions avec les tout-petits, et puis on leur explique en fait que bon, il y a une pollution, que voilà, et tout ça. Alors et franchement, ils prennent ça mal. Ils se disent oh là là, notre planète elle est foutue, tout ça, quoi. Et après on va dans la cour et puis forcément il y a des déchets qui sont par terre parce qu'ils ont tous des bouteilles emballées. Bon, même si à Vaduz maintenant ils en ont bientôt plus, mais sinon on en parlera une autre fois. Ce qu'on leur dit, ils peuvent prendre le déchet et le mettre à la poubelle. Bon, ça c'est sympa. Mais ce qui est bien en fait, c'est que on leur dit mais quand tu mets ça à la poubelle, tu peux imaginer en fait qu'il y a une tortue qui va survivre. Et quelque part, ce que j'ai envie de dire de manière générale, c'est quand on est en train de faire un acte, quelque part, à limiter sa consommation plastique ou mettre nos déchets au moins dans la bonne poubelle, eh ben on fait un acte positif. Et moi, perso, au niveau de ce que je fais dans mon quotidien, à chaque fois que je fais un acte positif pour l'environnement, je me sens mieux. Et j'ai envie de dire que, tu vois, tout à l'heure, elle parlait de l'humour. Moi, j'ai envie de dire aussi, on peut se sentir mieux avec cette question du plastique, à essayer de le résoudre à notre échelle et avec toutes les questions qu'on a développées ce soir. Chacun peut le prendre à son niveau et essayer de faire un petit acte positif qui fait qu'après, on se sent mieux par rapport à l'environnement, parce que sinon, la planète est foutue, tout est foutu, on fait rien. Merci en tout cas pour cette note positive. Gaël vous a remis le lien où vous pouvez, retrouver les éléments à la fois de ce soir, mais de demain, de ce qu'il y a eu dans la journée. Donc n'hésitez pas. Je veux bien prendre tout dernier commentaire ou intervention si vous avez besoin. On a encore quelques minutes. Sinon, je vous dis bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci beaucoup.